gosier, le week-end, on ne donne pas conseil chez nous. On peut quand même faire quelque chose. Et ce quelque chose s'appelle le Grand Talk du vendredi. Bonsoir. Et j'espère que vous allez bien tous les jours entre 18h30 et 20h30. Nous sommes chez vous à la maison. Vous nous accueillez et ça nous fait énormément plaisir. En plus, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux à nous regarder pour ce rendez-vous. Ça nous fait encore plus plaisir. Je m'appelle Brice Anneau, avec un H à la fin, vous l'avez noté. Il s'appelle Élisée Boloubeu. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Je vais très bien, toujours à son poste. Toujours. Grand milieu de terrain. J'ai fait comme vous aujourd'hui, j'ai monté l'école jusque. C'est important. Ouais. Ça fait un style congolo-congolais. Non, c'est pas congolais, hein. C'est très parisien. Moi, j'aime beaucoup. Bon, il faut qu'on aille toujours. J'ai du style en fait. Ça veut dire que j'ai du style. En tout cas, aujourd'hui. Bon, regarde, je te dis là, on est là. Oui, c'est ça, j'ai regardé tout ça pour lui. Bonsoir Kevin, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va très bien. va. Très bien. Bombers à l'africaine. C'est ça. La marque, c'est Bondama Closing. Très bien. Vous avez de la chance, vous. Parce Oui, que, il a beaucoup. je vais garder le meilleur pour la fin. Alain Toussaint, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice. Bon vendredi. Ça va, et toi-même? Oui, ça va, tranquille. Démarre bien le week-end. Oh, ça va, ça s'annonce bien. Comme je le pense. vendredi. Ouais. Très bien. Rihanna, ici. Bonsoir, Vous êtes en petit boubou, c'est ça? Oui, Boubou de petit vendredi. boubou sympa. Vous allez de la mosquée? Non, j'aurais bien aimé accompagner certaines personnes à la mosquée, mais Je on dirait sais. qu'ils n'y sont pas eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a une petite, Bon, j'y suis allé, c'est revenu. il y a une petite habitude les vendredis, même quand on n'est pas musulman, c'est Oui, le jour. c'est c'est devenu relax, un peu ouais. d'ambiance. On va faire un truc comme ça, de griot. Puis j'aime bien, je trouve que c'est assez moderne, je sais C'est pas, ça. tu me diras. Non, c'est très beau, c'est très Très beau. bon. Oui, c'est beau. Quand Merci, il dit c'est qu'il a réfléchi et puis il a donné une bonne chose. Bon, alors, le principe de la présentation, c'est quand on dit votre nom, vous montez à l'antenne, mais vous ne parlez pas comme ça, parce que ça oblige déjà à vous monter à l'antenne, ça qu'on vous a dit bonjour. C'est vrai. Et ça- Désolé Brice. Bon, mais c'est pas grave, j'accepte exceptionnellement aujourd'hui, parce que Daouda, quand même, mesdames et messieurs, a un gilet. Voilà, mesdames et messieurs, Ouais. ovation. Bravo, Eddie. Voilà. Vous avez le gilet qui. Ouais. C'est un gilet par balle, mais bon. Ouais. Non, c'est pas un gilet par balle. Tu sais que moi-même mon corps est fait, trempé dans de l'acier. Donc oui. je supporte tout. Iron Man. Yeah. Iron Man, Y a bravo. pas- je sais pas Il s'appelle Iron Man, le D là, c'est Daouda. si j'ai pu supporter Kevin pendant un mois jusqu'à présent, qui est-ce que je ne peux pas supporter? Franchement, Bien sûr. franchement, Voilà. vous supportez beaucoup de choses. C'est le cas de le dire. Bon les amis, c'est vendredi et vendredi c'est jour de week-end. Vous avez l'intention de le passer comment votre week-end? Rihanna déjà, vous savez. Oui, je pense que je vais mettre ça sous le coup du repos. Repos. Beaucoup de repos. Très bien. jusqu'à- Daouda, jusqu'à je, lundi. je vous verrai là où je vous ai vu vendredi dernier. Non, mais j'ai Bon, je dis à tout le monde, j'ai vu Daouda à Livoire. 21. Voilà. En fait, mais par contre, moi, je vais dormir ce soir parce que samedi, j'ai un mariage, dimanche, j'ai un autre mariage. Ah, vous êtes un homme qui avait le sens de la société, vous êtes très sociable. Voilà. Vous assistez au mariage, Voilà, vous c'est accompagnez important. Il faut accompagner les amis de nos amis. Tu danses quand tu y es? Oui, même si je ne sais pas danser, le plus important, c'est de partager la joie des mariés ce jour-là. Très bien. Passez votre temps en mariage, vous n'allez pas voir ce moment. Le gars, j'en profite. Ça, c'est un moment qui vous a... Pas dans les mariages, on ne peut pas venir me voir. Bon, salut la maman de Daouda, qui nous regarde ce soir. Et disiez-vous? Ben, moi, ça serait essentiellement famille, hein, parce que les activités de la semaine font qu'on n'a pas suffisamment de temps vraiment avec les enfants surtout. Ah ouais. Donc, on va leur consacrer vraiment la journée entière de demain et probablement dimanche aussi. Ouais. Kevin Aubin, laissez-moi deviner. Devine. J'ai quelques adresses pour vous. Non, j'irai au concert de Yodé Siro demain. Ouais, Il se demain. tient au Palais de la Culture à la salle Mombo. Très bien. Donc, il fête leurs 25 ans. Et comme je suis un féru de Zouglou, contrairement à ce que l'opinion publique puisse penser, donc je vais aller bringuer. Très bien. Bringuer même. J'ai quelques messages de vos créanciers. Bon, on sait où il est demain, donc on ira l'attendre à l'entrée du Palais de la Culture. Alain et vous? Ben, je vais être original. Oui. Je resterai à la maison avec mes enfants. Ouais, Oh, waouh. mais c'est comme il disait aussi. Quelle originalité, Exactement. franchement. T'as fait fort, Alain. Ouais. Très bien. Non, en plus, ce sont les vacances là pour eux. Et bon, on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines. Donc, on va essayer de se faire un petit programme des vacances. Très bien. Et toi, Brice? Moi, bon, je serai là. Je vais inviter mes amis chez moi. Il y a Loco Party. Tes amis, ils sont ici? Non, des amis m'ont dit ce qu'ils vont faire. Personne n'a dit. Donc, au début, je vous mettais dans le programme, mais après, Non, vous me mais entre-temps aussi, on n'avait pas l'information de la locopathie. C'est ça! L'information vient de tomber, donc les données peuvent changer. hein. Lui, il est chez Yodé Siro. À quel moment il va concert, sortir? on a fait, hein. C'est bientôt au restaurant. Bon, les amis, on va partir pour notre image du jour. Eh bien, l'image du jour, c'est coach Amonchik. Attention, ouvrez vos gosiers pour en parler. Parce que
parce que coach Amonchik n'est pas du tout contente. Bien, la raison, eh bien, c'est un promoteur qui l'invite au Burkina Faso et visiblement n'a pas les moyens d'honorer son contrat. C'est ça, la coach caviar, la coach champagne, la coach KLMP, la coach qui n'est pas dans les oh, la coach qui n'est pas dans les A. A été invitée justement pour assister à un défilé de mode à Ouaga et le promoteur de ce défilé-là connaît évidemment la popularité indicible de notre coach. Il a donc voulu gratifier son événement de sa présence. Elle officiait comme guest star, l'unique guest star de l'événement. Et pour sa venue à Ouaga, coach Amonchik a exigé un billet d'avion en classe affaires et une résidence sécurisée pour elle et son staff, parce que maintenant, elle se déplace avec tout un staff. Voilà. Et les organisateurs ont validé ces conditions. Ça a même été notifié dans un contrat écrit noir sur blanc. Et mardi dernier, le promoteur l'a appelé et il lui a dit en fait finalement que le prix du billet d'avion est totalement pléthorique et qu'il souhaiterait justement la reclasser en classe premium et plus en classe affaires, chose que coach Amonchik a trouvée scandaleuse et on peut comprendre. Donc il lui a même demandé de transiter par Bruxelles, donc Paris, Bruxelles, Ouaga, alors qu'elle vit à Paris. Donc elle s'est dit non, on ne me respecte pas. Le prix du billet, c'est 4 millions. Ouais. Voilà. Quand même. Bon, alors, globalement, on peut imaginer... Je comprends un peu le fait que vous soyez déclassé, hein, c'est toujours assez gênant, mais certainement que le promoteur aussi, au regard d'un certain nombre de difficultés, a pu se dire, bon, est-ce qu'il était possible de négocier ça? Bon, après, elle est libre de l'accepter ou pas, la preuve, elle a refusé. C'est ça. Mais il est arrivé, par exemple, qu'en tant que promoteur, je crois que sur le plateau, il y a quelques-uns qui sont promoteurs. En tant que promoteur, vous avez l'intention d'organiser un spectacle, vous avez le soutien de vos annonceurs. Les annonceurs vous font des promesses d'accompagnement. Et puis, au dernier moment, pour une raison ou pour une autre, ils ne sont plus là. Donc, vous retournez vers l'artiste, parce que vous avez dit tout à l'heure, Kevin, il y a le billet, il y a le staff, il y a les déplacements. On sait ce que ça coûte, hein, de déplacer coach Amonchik, qu'il savait plus ou moins. Bon, s'il y a peut-être une défection au niveau de ses soutiens, parce que j'ai parlé de promoteur, il y a des parrains aussi. Il dit non, je gère. Et au dernier moment, il ne gère rien du tout. Ouais. Donc, il a essayé de négocier. Bon, elle n'a pas apprécié. C'est son droit. Oui, je pense qu'elle a certainement refusé parce que ces difficultés, ces premières-là, en annonçaient d'autres aussi. Augure également d'autres difficultés, peut-être le non-paiement du cachet, problème d'hébergement, la mobilité sur le terrain. Bon, mais je pense qu'elle aurait quand même pu être un peu conciliante, accepter d'être déclassée en première. C'est ça, non, en première? C'est ça, en Oui, première. Voilà. Elle aurait pu, bon, voilà, mais bon, c'est son choix. C'est ça. C'est là. Moi, j'ai rien contre le fait qu'elle refuse. Je pense qu'elle a tout à fait le droit de refuser certaines conditions qu'elle estime qui ne lui conviennent pas. Par contre, ce que moi, je décrirais... Après, ça me fait mal parce que j'aime beaucoup quand même cette femme. Je la trouve super intéressante. Mais quand même, je suis un peu contre la manière dont elle a annoncé sur les réseaux sociaux. Je pense que quand même, dans le monde du showbiz ou des artistes, vous me direz si je me trompe quand même, il arrive souvent qu'on décide de travailler avec certains promoteurs et que finalement, ce soit annulé, etc. Bon, c'est pas toujours qu'on envoie ça sur la place publique en mode ah, ils n'ont pas l'argent, un film. Mais de ce que je sais, c'est qu'il y a d'autres. Alain parlait également, je pense que Kevin va confirmer. Il y a eu d'autres situations parce que le promoteur, entre-temps, aurait dit à coach Amonchik que son arrivée ne serait plus trop souhaitée au pays des hommes intègres. Renseignement pris, ce n'est pas le cas. C'était une entourloupe pour annuler le contrat. C'est ça, parce que elle a une popularité, comme je lui ai dit, totalement indicible. Et moi, je suis totalement d'accord avec cette femme-là. Aujourd'hui, cette femme a une notoriété gargantuesque, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai, donc on ne peut pas la traiter comme une petite artiste en herbe qui débute. Tu ne peux pas, en tant que promoteur, utiliser l'image de quelqu'un pour drainer du monde autour de ton événement et traiter cette personne-là comme une débutante, quoi. Voilà, c'est... Est-ce que c'est pas un peu fort d'imaginer, bon, vous la faites passer à la base, bon, c'est vrai qu'il y a Elle a fait 2 semaines de promotion, hein, Brice. Ouais. Elle a fait 2 semaines de promotion de l'événement. Ah, ouais, mais c'est pour ça qu'elle a dû expliquer. Donc ça a donné de la visibilité. Mais justement, je comprends, et ça c'est pour répondre à Rayana, l'explication de la descente sur les réseaux, eh bien, c'est surtout pour expliquer aux fans, parce qu'il n'y a rien de plus, moi personnellement, je suis inscrit sur une affiche en tant que présentateur ou en tant qu'humoriste, artiste sur un événement. Je ne suis pas présent à l'événement. Je ne sais pas ce que mes fans peuvent imaginer. C'est pas un gars sérieux, parce qu'effectivement, on a vu des artistes à qui on a tout donné, on a tout payé, les artistes ne viennent pas. Donc, à la limite, elle a envie de dire, c'est pas ma faute, la condition sont non, dans ce sens, franchement, je m'aligne. Si elle a fait la promotion et tout ça, et que tout le monde l'attendait, bien sûr, je m'aligne.
Après, bon, il y a certains sensibles comme nous qui on aurait pu quand même, bon, comme c'est. Mais après, je pense qu'elle n'avait pas les assurances pour la suite. C'est ça, elle a le droit de... Mais elle a été attaquée aussi par certains internautes qui ont dit qu'elle n'était pas humble et qu'elle devrait justement faire preuve d'humilité. Non, il ne s'agit pas de ça. Alors que voilà, c'est son business. Voilà, c'est son business. C'est son business. Elle fait la promotion d'un événement, elle y engage son image et son aura. Et puis elle a toujours été très franche dans ses propos, donc ça. ça ne surprend pas aussi la manière dont elle fait Nous les autres choses. même, excusez-moi, mais pendant quelques années, j'ai eu à faire des conférences à l'étranger. Et quand j'étais invité, je ne posais même pas de conditions. Ce sont les organisateurs qui décidaient, par exemple, de mettre en business ou en première. Voilà, je ne pose pas de conditions. Ah, moi, j'en pose quand même. Seulement, il faut que ce soit une compagnie quand même sérieuse. Voilà, Il faut que l'hôtel soit... Voilà, avec et certaines garanties. voilà, j'ai demandé un trajet direct. Par exemple, si je vais aux États-Unis, je ne vais pas transiter par l'Espagne, etc. Voilà. Ce sont les conditions qu'on pose sans se prendre pour des stars. C'est juste pour la commodité du voyage. Et partir de Paris à Ouaga, c'est quand même 4h30, 5 heures de vol. 6 heures, voilà. Donc, il faut quand même un peu de confort. Et si en plus de passer là-bas, on fait passer par Bruxelles. Par Bruxelles, tout ça, voilà. Donc, ça fait mais faut dire que deux quand même, décollages, deux atterrissages. Je pense que tous les artistes n'ont pas... Je supporte pas les décollages. Tous les artistes n'ont pas la façon de voir d'Alain, parce que quand on regarde certaines conditions de grands artistes, etc., je veux dire, c'est au-delà même de ce qu'on pense. Donc moi, je peux comprendre, il y a une façon, c'est le game, comme on dit. Oui, et surtout qu'il y a certains internautes qui n'ont pas toujours, et comme pour parler comme Rihanna, qui n'ont pas toujours les conditions du game. Moi, je sais qu'il y a des cachets qui font tomber à la renverse certains comptables en général, c'est eux. Ah, pour animer seulement là. Et oui, ils ne comprennent pas le toujours game. eux. Ouais. Quand il faut en plus passer par un billet d'avion en première, vous balader avec votre staff. Et puis l'hôtel quand même, d'un certain standing. Bah oui, quand même, bon. c'est le minimum. Oui, mais parce qu'on venait en prestation, mais vous Oui, imaginez, déjà il y a votre image qu'on utilise. Parce que quoi qu'il en soit, vous parlez de game, j'emprunte votre terme, c'est un game où quelqu'un est en train de faire un spectacle, il va gagner de l'argent, il s'appuie sur votre image. Et si derrière, vous n'avez pas les conditions, parce qu'on a vu ce qui arrive à KS Bloom. C'est ce que je voulais dire justement, on a vu ça avec l'histoire de KS Bloom au Cameroun qui a fait un tollé sur les réseaux sociaux, etc. Même au Cameroun aussi. Donc mieux vaut avoir certaines assurances et garanties en tout cas avant de se lancer dans ce genre de voyage. Très bien. En tout cas, on en sait un peu plus sur cette situation au Burkina Faso avec Coach Amoshik. La prochaine fois, ouvrez bien vos gosiers pour négocier. Pour négocier avec notre coach Caviar, notre coach Kelempe, la Daishikan des coachs. C'est ça. Allez, quelqu'un un petit parfum? Elle est bonne celle-là. Bon les amis, il y a une bonne nouvelle pour la suite. Eh bien, c'est le directeur général de l'Office national de la population qui le révèle à l'instant. La mortalité en Côte d'Ivoire recule. Donc il y a une bonne nouvelle. Les chiffres sont grands derrière moi, donc vous avez l'occasion de les voir. Recul de la mortalité maternelle, on est passé de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes de 2012 à 385 en 2021. Vous dire que les choses sont... Ça va, ça se passe bien. Les femmes commencent à prendre conscience d'un certain nombre d'attitudes à avoir. La prise en charge est améliorée. Les plateaux techniques, même si on a vu encore des vidéos dans certains endroits, une chose est sûre, c'est une bonne nouvelle. Élisée Bouloubeu, on en parle? Oui, déjà la première chose à noter, c'est que pour moi, les 385 restent encore beaucoup. De décès en couche, c'est encore environ beaucoup. 300 quand même. Ah, voilà, 385, je crois, c'est ce que j'ai lu. Voilà, ça reste encore beaucoup. Même si force est de reconnaître, et ça, je pense que personne ici ne va le dénier, que des efforts ont été faits. Parce qu'en l'espace de 10 ans, quand même, on a diminué ça de moitié. De 614, on est passé à 385. C'est des efforts qui ont été faits. Mais ça aussi, ça a une origine. Il faut reconnaître que quand même, depuis un certain temps, des efforts sont faits sur le secteur médical. Là, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui ont été prises par le gouvernement et même par des privés. En tout cas, aujourd'hui, la santé de la mère et de l'enfant est au cœur des priorités. Je vais plus loin dans votre analyse secteur médical, précisément au niveau même des maternités, parce que les sages-femmes, par exemple, ont été longtemps fustigées, donc, malheureusement souvent. Mais il y a eu des efforts là-bas aussi. Oui, là-bas, il y a eu beaucoup d'efforts. Déjà, moi, au niveau de la formation, on a senti un peu plus de responsabilité, on a senti un peu plus de prise de conscience au niveau des sages-femmes. Et puis, comme on le dit, vraiment dans les politiques publiques en matière de santé, il y a eu beaucoup de communication et d'efforts qui ont été faits dans le sens de la santé de la mère et de l'enfant. On a même, pour rappel, un hôpital même mère et enfant qui a été même bâti, qui est à Benjerville, et qui vraiment fait un travail extraordinaire. Pour ceux qui y sont déjà allés pourront le constater. Ce n'est pas de la publicité, c'est juste des faits. Non, mais moi, c'est le super extraordinaire. Ouais, non, mais parce que moi j'ai la chance, je le dis, de quand même y envoyer mes enfants qui se font traiter là. Je te dis, le travail il est extraordinaire, je sais de quoi je parle. Mon fils a été hospitalisé là
pendant plusieurs jours, j'ai vu comment il a été pris en charge, même pour quelques bobos que son frère aussi, à Hugo, on est parti, j'ai vu comment ça a été pris en charge. Vraiment, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Très bien. Donc à ce niveau, je crois que des efforts vraiment ont été faits. Ont été faits, noté. Daouda? Bon, moi, au niveau, je veux dire, au-delà de tout, hein, depuis qu'un certain temps, il parlait de 10 ans, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a fait en sorte que, pour ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, que lorsqu'une femme part à l'hôpital, quand elle est enceinte, que les soins soient pris en charge de bout en bout, en fait. Parce que les femmes, j'en parlais à des amis il y a quelques minutes, il y a de nombreuses femmes, justement, qui n'allaient pas en consultation prénatale et tout, parce qu'elles estimaient à un moment donné ça coûtait cher. Ça coûtait cher, oui. Il y a eu des efforts. Maintenant, les efforts sont faits pour que ça soit gratuit. Malheureusement, je veux dire, à l'heure des chats, souvent, il y en a qui ne savent pas que c'est gratuit. Donc, dans ce genre de situation, quand vous y allez, que quelqu'un vous demande que vous devez payer quelque chose, appelez le numéro vert que le ministère de la Santé met en place. C'est important de le dire. C'est vrai que tu en souris, mais le vrai problème de notre société, c'est que les gens, souvent, on ne va pas à l'information. C'est ça le vrai problème. Oui, écoute, comme tu le disais, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on fait un peu le tour. C'est une bonne nouvelle. Il y a toujours 300 femmes, Alain Toussaint. 385 exactement. Exactement, malheureusement, qui meurent en couche encore. Moi, j'aurais bien aimé avoir le détail des statistiques en zone rurale et en zone urbaine. Et je pense que certainement, la majorité de ces femmes-là doit certainement se trouver en zone rurale. Donc, ce qui veut dire qu'il faut encore renforcer. Et surtout quand on sait que la jeune fille, tombe enceinte de façon précoce dans ces zones rurales que tu décris, ce sont des grossesses qui sont très souvent à risque et donc finalement qui finissent par donner cette conséquence-là. Exactement. Finalement, j'avais quelque chose à dire, Brice. Très bien. Non, enfin, le chiffre a drastiquement baissé, donc c'est bien. Après, justement, l'objectif qu'on souhaite tous, c'est d'arriver à 0 décès, évidemment. Donc, En tout cas, avec les qualificatifs, c'est bien que je sois en face. Hein, parce que l'un dit c'est extraordinaire, l'autre dit drastiquement. Il n'y a pas de problème, les amis. On est content pour les mamans, on est content pour les bébés, et puis bon, pour toute la famille en Côte d'Ivoire. Notre invité pour la suite, mesdames et messieurs, nous rejoint après une courte pause. Eh bien, c'est madame Diane Magouri, elle est présidente de l'association Parents au Cœur Bleu. On en parle tout à l'heure dans le Grand Talk. Tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et nous recevons sur notre plateau madame Liko Diane Magouri. Bonjour madame, vous êtes présidente de l'association Parents au Cœur Bleu. On commence à présenter l'association tout de suite. D'accord. Parents au Cœur Bleu, j'ai bien aimé le nom déjà. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde sur le plateau. Parents au Cœur Bleu, c'est l'association des parents d'enfants autistes de Côte d'Ivoire. Pourquoi cœur bleu? Parce que le bleu, c'est la couleur qui est attribuée à l'autisme. C'est la couleur que les enfants supportent le mieux, après les statistiques bien sûr. Et donc, si nos enfants sont bleus, donc nos cœurs sont bleus. Waouh, voilà, c'est magnifique. Élisée? Une question toute simple. C'est quoi un enfant autiste? Alors, je vais vous répondre sous 2 angles. Un enfant autiste, du point de vue parent, c'est un enfant qui présente des difficultés de développement, qui a un retard. Pour la plupart des parents, c'est des enfants qui ne parlent pas. C'est là qu'on constate tout de suite la différence. Parce que pour dire vrai, un enfant autiste n'a pas de différence physique. Quand il a un problème physique, une déficience physique, c'est qu'il y a un autre trouble associé. Donc, du point de vue médical, l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est d'abord les nerfs et ça agit sur le processus de développement de l'enfant. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est méconnu. Donc, pourquoi est-ce que c'est méconnu? C'est parce que c'est lié aux traditions. Les traditions, un enfant qui ne se développe pas normalement, c'est dit que c'est un enfant qui a un souci. Et tout ce qui est souci chez nous est serpent, est malédiction. Et donc, des parents, dans le temps, qui ont longtemps entendu ce genre de propos, pour la plupart, se sont cachés, ont caché les enfants. Et nous, qu'est-ce que nous avons décidé, nous, parents d'enfants autistes de cette nouvelle génération-là? Nous nous sommes dit, c'est pas la fin du monde. C'est des enfants qui méritent de vivre. C'est des enfants qui peuvent être accompagnés et produire de bons résultats. Si ça arrive dans d'autres pays, dans d'autres continents, on peut aussi militer pour les accompagner et tirer de belles étoiles, de beaux résultats d'eux. Donc voilà un peu. Okay. Merci beaucoup, madame Diane. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que vous avez parlé d'enfants serpents, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues, mais comment est-ce qu'en tant que mère, on se sent quand notre enfant est en situation d'autisme? Mère ou père? Déjà, je parle en tant que parent. C'est vrai que les mères sont plus liées aux enfants, mais un parent qui a un enfant en situation d'autisme, c'est déjà très compliqué. Pourquoi? En Côte d'Ivoire,
pour déjà avoir le diagnostic pour un enfant autiste, c'est galère. Donc, on se retrouve plus avec des enfants qui ont une différence, mais on ne sait pas ce qu'ils ont. Très bien. À partir de 3 ans, c'est un peu le rêve brisé d'un parent qui s'attend à ce que son enfant l'appelle papa ou maman. Donc, on tombe un peu des nues, on ne sait pas pourquoi l'enfant ne parle pas, on commence à tourner. Déjà, pour moi je suis mère aussi d'un enfant autiste, il a 12 ans. Donc, je vais retourner 9 ans en arrière. Mon fils, qui n'a aucun problème physique, ne parle pas. Donc, il ne parle pas. Comment faire pour savoir qu'il ne parle pas? D'abord, ce sont des examens auditifs qui révèlent qu'il n'a rien. S'il n'a rien, où je vais avec lui? Il faut le scolariser. Premier problème. Parce qu'il ne parle pas, il n'est pas habilité à aller à l'école. Parce que quand on ne parle pas et qu'il grandit, il y a quand même d'autres troubles associés qui arrivent. La nervosité, l'enfant est hyperactif, il ne tient pas en place à l'école. Et donc, par rapport à tous ces problèmes, c'est des parents qui commencent à avoir un peu honte de leurs bijoux. Un enfant, c'est un bijou, il faut le présenter. Mais comment sortir avec lui? Il ne parle pas. Les autres enfants parlent. Pour certains parents, c'est des enfants qui vont, par exemple, garder la couche longtemps, puisqu'il ne peut pas dire qu'il va aller faire pipi. Donc, il y a toutes ces frustrations-là qui naissent, qui font qu'on a plus honte de chercher des solutions. On parle de honte, j'en parle, parce que je sais de quoi vous parlez. J'ai mon fils qui est autiste. Donc, quand vous évoquez ces situations-là, on profite pour faire un témoignage. Effectivement, la première question, le premier niveau, c'est de l'interrogation. Qu'est-ce que l'enfant a? Et malheureusement, quand le diagnostic n'est pas très clair, on associe cette difficulté-là à beaucoup de choses. Nous, on est passé par beaucoup de choses. Des orthophonistes, on nous a envoyé chez des neurologues. Il y a eu beaucoup de faux diagnostics. Malheureusement, après, vous avez 2 ou 3 tantes qui estiment que l'enfant, c'est parce qu'il ne joue pas avec les enfants du quartier, il faut l'envoyer chez un forgeron, enfin, toutes ces choses-là, on passe par là. Après la compréhension, là, maintenant, il y a le diagnostic qui a besoin d'être établi clairement. Et après, il y a la prise en charge. Vous avez parlé de l'école. On associe justement un enfant autiste. Souvent, certains sont allés jusqu'à vous dire, mais mettez-le avec les enfants qui sont attardés. Pardonnez-moi le terme, c'est le terme qu'on nous a sorti. Alors que ce n'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Donc, la prise en charge devient importante. Effectivement, moi, je suis plus à l'aise parce que Brice, il comprend un peu le ressenti du parent que je suis. Dans la prise en charge de l'enfant autiste, déjà, c'est de savoir quel est le degré, quel est le niveau d'autisme qu'il a. Malheureusement, on ne sait pas ici. Ils vont vous dire votre enfant est autiste. Sur quelle base? Ils vont vous dire on fait des analyses pour le parent qui, et c'est important de le préciser, le parent est le premier observateur de son enfant. S'il n'est pas assez outillé pour accompagner au mieux son enfant et prendre les premières décisions pour son enfant, ça sera compliqué de pouvoir orienter au mieux l'enfant. Alors ici, on commence déjà par la prise en charge au niveau médical. C'est ce qui est plus important. Mais au niveau médical, ils vont vous dire, comme il ne parle pas, chacun évolue par tâtons. Comme il ne parle pas, allez chez l'orthophoniste. Mais avec beaucoup d'années d'expérience en tant que parent qui s'est formé, un orthophoniste ne va pas résoudre le problème de l'enfant qui ne parle pas. Pour pouvoir résoudre ce problème, il faut d'abord savoir pourquoi est-ce qu'il ne parle pas. Est-ce qu'il y a un trouble psychologique? Est-ce qu'il y a un trouble émotionnel? Est-ce qu'il y a une maladie neurologique qui est liée? C'est tout ça. Donc, si nous, parents, nous essayons de nous former, nous trouvons aujourd'hui que c'est vraiment injuste pour le corps médical qui ne sache pas véritablement comment est-ce qu'on devrait orienter le parent. Ensuite, il y a le côté éducatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plusieurs niveaux. Donc, on peut décider, par exemple, parce que l'enfant n'est pas propre ou il est très hyperactif, de le mettre dans un centre spécialisé, mais à coût de combien de millions? On connaît la bourse des parents, parce que les centres spécialisés en Côte d'Ivoire, c'est forcément au privé et il n'y en a pas pour uniquement les enfants autistes. Donc, c'est des centres spécialisés pour enfants en situation de handicap. À un moment, à votre corps et âme défendant, comme je l'ai fait, vous emmenez votre enfant, mais pour combien de temps? Et si c'était quelqu'un, si c'est une personne autiste qui peut apprendre par imitation, il serait judicieux de l'emmener dans l'école ordinaire. Pourquoi? Parce que là-bas, la socialisation est la première étape pour que l'enfant autiste puisse émerger. L'enfant autiste, il est reclus sur lui-même, il ne joue pas. Parce que déjà, l'environnement familial fait que l'incompréhension des parents fait qu'on ne le laisse pas forcément aller. On a peur de le perdre, on a peur qu'il se perde parce qu'il ne parle pas. Et là, quand il est comme ça, c'est forcément l'école. Tous les enfants ont droit à l'école. Si on accepte
qu'un enfant autiste qui, entre guillemets, est modéré ou pas, on accepte d'abord de le prendre à l'école. Et par la suite, on décide qu'on voit qu'il ne peut pas suivre le mouvement ou bien le rythme, on pourra prendre des décisions. Mais quand on n'essaie même pas de le prendre, c'est très compliqué pour nous les parents. Oui, et justement, je sais que vous êtes très engagés sur cette question-là, notamment le respect et des droits de ces enfants et l'insertion dans le système éducatif. Mais le système éducatif en Côte d'Ivoire, on le connaît déjà, j'ai envie de dire, pour les enfants qui ne souffrent pas d'autisme, on se plaint déjà d'une certaine qualité, du nombre d'enfants dans les classes, etc. Est-ce que vous pensez que le système éducatif tel qu'il est actuellement peut accueillir ce type de spécialité, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on a le dispositif qu'il faut? Est-ce que les enseignants sont eux-mêmes formés à comprendre et à accompagner ces enfants? Je dirais non. Non. Je dirais non, pour être vrai. Ouais. Mais est-ce en réalité, moi je vais vous ramener la question, est-ce ma faute si mon fils est autiste? Est-ce ma faute si mon fils, à l'âge d'aller à l'école, qu'il n'y a pas de structure et que tous les enfants ont droit d'aller à l'école? Je vais vous prendre la parole, madame, parce que là, je vais faire un peu le témoignage. En comparaison, en Côte d'Ivoire, c'est qu'à un moment donné, on décide de faire partir le petit aux États-Unis. Et là-bas, il est dans une école spécialisée. Il y a des personnes qui sont formées, pour répondre à votre question, qui s'en occupent. Mais quand on était à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, en Afrique, ce n'était pas le cas. Et il peut être même victime de raillerie, victime de beaucoup de choses. Vous parlez tout à l'heure de la formation de l'enseignant. L'enseignant n'est pas formé à s'occuper. Là-bas, ça s'appelle des special kids. Il y a des écoles spécialisées, il y a des personnes pour s'occuper particulièrement de ces enfants qui ne parlent pas. Il y a même des outils. Aujourd'hui, mon fils utilise même une tablette aujourd'hui pour pouvoir communiquer un certain nombre de choses parce qu'il ne parle pas. Madame disait déjà, c'est le premier indicateur qu'on a déjà pour diagnostiquer donc l'autisme. Malheureusement, ça n'existe pas. Vous avez une question, 15 secondes, parce que madame organise donc avec l'association une rando. Donc on va en parler pour terminer l'entretien. Vas-y, c'est ça que je veux Allez-y alors. Allez-y. En fait, l'idée, c'est que vous organisez une randonnée. C'est quoi l'objectif de la randonnée? Je pense que vous avez organisé l'année passée. Pour cette année, qu'est-ce que vous prévoyez dedans? C'est pour quelle date? Et quels sont les acteurs qui vous accompagnent dans tout ça? Merci. Déjà, l'idée de la randonnée l'an dernier, c'était pour que les parents puissent souffler. Parce que c'est toujours un stress et une blessure pour un parent de chercher un établissement pour son enfant et de se voir toujours en train de lui dire qu'on ne peut pas. Votre enfant ne peut pas aller à l'école. Donc pour nous, quand la rentrée passe, c'est une plateforme, entre guillemets, une activité pour que nous puissions nous retrouver pour faire le point. Et avant cette randonnée, il faut dire que depuis l'année 2021 plutôt, janvier 2021, nous avons commencé une série de sensibilisations avec le corps enseignant, en collaboration avec la direction des écoles, lycées et collèges de l'éducation nationale. Et nous avons parcouru 17 UEP. Nous avons échangé avec près de 12 000 enseignants. Nous nous sommes rendus compte que si on allait au corps à corps, ça pouvait faire quelque chose. Si on leur donnait des armes et nous leur disions que nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour revoir l'emploi du temps, ça pouvait donner quelque chose. Malheureusement, après avoir parcouru 17 IEP, nous nous sommes rendus compte qu'encore cette année, nous avons encore des enfants qui ont été acceptés puis rejetés au premier jour, c'est-à-dire sans que l'enseignant ait essayé de faire quelque chose. C'est parce qu'il n'avait pas aussi les moyens, il n'avait pas les capacités, il n'avait pas la formation. Les autres peuvent ne pas avoir les capacités et la formation. Mais quand c'est dans une IEP où je suis passée, où j'ai pris du temps en tant que parent, où j'ai mis mes blessures de côté, où je parlais souvent avec les larmes aux yeux, pour vous dire que vous êtes la seule alternative pour que cet enfant-là puisse au moins avoir d'autres enfants pour pouvoir jouer, puisse copier, et que vous me dites non, je dis non, c'est vraiment de la méchanceté. C'est un peu inhumain en fait. C'est inhumain. Et là, la randonnée que nous organisons cette année, c'est aussi pour que tous les acteurs qui peuvent mieux comprendre le vécu de ces enfants et aussi mieux comprendre la douleur que les parents ont d'avoir un enfant c'est leur enfant, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Mais cette douleur-là de chercher des solutions, mais en soyant face à un mur, vraiment ça nous déchire le cœur. S'il y a des personnes ressources qui peuvent relayer, qui peuvent emmener d'autres parents à ne plus cacher ces enfants-là, ce serait l'idéal. C'est pour cela que cette année, nous avons voulu faire un peu plus grand. Cette randonnée-là, nous avons associé, sans faire de publication, les responsables du parc, l'OIPR, et nous avons associé le ministère de l'Éducation, parce que c'est avec eux qu'on a travaillé toute l'année dernière, et aussi invité toutes
des personnes qui peuvent venir voir les enfants à la tâche. Vous voyez la photo qui passe, c'est 4 enfants. Dans les 4 enfants, il y a un qui est autiste, mais on ne voit pas de différence. Donc, chacun pourra être le relais des parents d'enfants autistes de Côte d'Ivoire et comprendre que ces enfants-là ne sont pas des bêtes. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que les enfants autistes ont des niveaux d'intelligence. Et c'est quand la randonnée? C'est le samedi 22. C'est samedi 22. Demain, à samedi 8 22. heures. À 8 heures. Nous avons sollicité toutes les personnes qui peuvent venir. Nous avons nos cœurs de parents. Mais pour nos enfants, nous décidons aussi de mettre nos moyens pour recevoir tout le monde. Il y a à boire, à manger au Parc national du Bantko. Point focal, 8 heures à l'entrée du parc. Nous avons mis les grands moyens. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, on pourra vous faire rentrer jusqu'à sur le site. Venez voir nos enfants en train de s'amuser. Venez pour qu'on fasse des parcours, mais ensuite pour qu'on puisse vous parler de l'autisme. C'est ça. Merci à Life TV. Merci au grand patron de Life TV qui a bien voulu m'écouter parce qu'il faut dire que je suis un peu emmerdante. Voilà. Très bien. Il le faut pour mon enfant. Non, mais vous avez un message à porter. Merci de porter donc ce message-là. Et je pense que ce soir, il y a des parents qui regardent cette émission-là. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'information en ce qui concerne l'attitude de leur enfant, qui vont peut-être prêter beaucoup plus attention. Et puis, à côté de ça, d'autres parents qui se sont rendus compte de l'autisme de leurs enfants, qui savent que désormais, il y a une association qui existe. Il y a un numéro de téléphone, justement? Oui, 07 08 64 00 66. Et vous aurez au téléphone la présidente. On reprend le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 07 08 64 00 66. Et c'est le numéro de l'association. Nous avons une page Facebook qui est une page d'information. Association Parents au Cœur Bleu. Je vous invite tous à aller liker notre page, à partager, à relayer. Merci, merci beaucoup. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Parents au Cœur Bleu. On recevait ce soir sur notre plateau pour évoquer la situation des enfants autistes et vous inviter à demain vous rendre du côté du Parc national du Bantko et soutenir donc ces parents, ces enfants et voir ces enfants à l'œuvre. Vous saurez que ce sont de vraies beautés, de vraies merveilles. On marque une pause. Pour notre grande actu, c'est tout à l'heure. Il sera question des examens scolaires. Le mode d'inscription et de paiement connu. On en parle tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de nos chroniqueurs maison, et aussi de nos téléspectateurs et aussi de nos internautes. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur nos pages des réseaux sociaux. Et à partir de la semaine prochaine, je crois que la très belle Rihanna Assis sera commise à la tâche de nous lire les messages de nos internautes qui sont très nombreux. Inch'Allah, les messages seront affichés quand il y aura des jingles dans cette émission. Bon, les amis, on va apporter un point éducation. Celui-là concerne donc les frais d'examen scolaire, mais surtout le mode de paiement, donc désormais connu. L'information a été donnée le jeudi 20 octobre 2020 par la directrice des examens et concours, Madame Dosso Nimaga. Très bien. Et la bonne nouvelle, enfin, mon cher Daouda, aujourd'hui... C'est que désormais, on va payer avec l'application de Mobile Money du Trésor public qui, pour ma foi, est une bonne initiative. Dans la mesure où que, depuis des années, les frais d'inscription étaient payés à des opérateurs privés dont je ne vais pas citer le nom ici. Et si l'objectif, en fait, selon comment on appelle ça, ils n'étaient pas payés aux opérateurs, ils étaient payés via l'État. Voilà. Oui, c'est différent. Non, il ne faut pas qu'on ait l'impression que nous... Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était payé via les opérateurs. Via, c'est important. Via, c'est effectivement, via les opérateurs. Et je pense que quand c'est payé via les opérateurs, il y a des déperditions en matière d'argent. Au final, l'État ne percevait pas réellement l'argent qu'il faut vraiment. Désormais... Donc, tu es en train de dire que les opérateurs auraient détourné... Non, je n'ai pas dit ça. Ah bah, c'est ce que tu veux. Je n'ai pas dit ça. Qui prennent des frais dessus. Exactement. Non, mais au-delà de prendre... Non, qu'on le veuille ou non, Brice, au-delà de prendre des frais dessus, nous tous on sait que... Non, nous tous on sait pas. Nous tous on sait quoi. Bon, une chose est sûre. On ne peut pas assumer. Non, on ne veut même pas être impliqué. C'est même pas une affaire d'assumer. Assumer, c'est qu'on le pense et puis qu'on ne peut pas... Ce n'est pas faillible. Non, je dis, qu'on le veuille ou non, pourquoi à un moment donné, le Trésor pays décide de prendre les choses en main, de rapprocher l'argent public de l'État. C'est déjà important. Ben voilà. Donc, on a qu'à dire déjà que ça résout un problème. Ça résout un gros problème. Celui de la proximité, de la direction. Voilà. C'est plus via finalement. Oui, effectivement. Je pense que ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Mais comme on le dit,
il n'est jamais trop tard pour bien faire. Effectivement, c'est déjà... Et je crois que c'est une décision qui a été prise par le gouvernement, hein, de désormais, tout ce qui concerne les paiements, même pour les fonctions publiques, même pour les bourses des étudiants et autres, tout ça, désormais, tout va passer par le Trésor P, qui est l'application du Trésor public, pour qu'on ait une traçabilité vraiment de tout ce qui est payé et qu'on se rassure qu'effectivement, cela va totalement et directement dans les caisses de l'État. Donc, c'est vraiment une très belle initiative. Maintenant... Comme on sait aussi qu'après tout ça c'est géré par des hommes, il faut aussi que ceux qui seront derrière, qui vont réceptionner, soient aussi sensibilisés en ce sens, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ah, bon, d'accord. Non, moi, je trouve que c'est un faux procès qu'on fait aux opérateurs privés. Non, personne ne l'a fait un procès. Personne ne l'a fait. Oui, mais bon, implicitement, Daouda, quand Non, Daouda personne, va- il a été rattrapé. Il a été rattrapé. Personne. Il a reconnu son tort. Non, j'ai reconnu D'accord. que... Oui, Enfin, je veux dire, pendant longtemps, grâce à ces opérateurs-là, on a justement, enfin, les parents, moi, j'ai pas d'enfants, mais en tout cas, les parents d'élèves vont inscrire leurs enfants en étant émitouflés dans leur canapé. Donc, il ne faudrait pas non plus leur jeter le propre, comme tu le fais. Mais c'est vrai. Non, mais au-delà, non. Non, mais il a compris, ça va. On va Moi, j'ai bien pas compris. faire un débat là-dessus. C'est bien compris. Kevin, il a juste envie de s'étouffer dans son canapé. Non, mais Tu vas mourir sur là-bas. C'est bien l'État récupère ce qui lui revient de droit. En fait, c'est ça. Moi, j'ai finalement. toujours eu horreur de cette espèce de délégation de pouvoir à laquelle on a assisté ces dernières années en Côte d'Ivoire, où on pense qu'il est plus facile de céder des prérogatives de l'État à des privés. Donc, je pense que progressivement, il faut que l'État... Je pense que... plus, Alain, mais Excuse-moi, en plus que ce n'est pas gratuit, en fait. Oui, bien sûr, Parce que c'est pas l'État gratuit. paye à ces mais c'est surtout via-là, que, en fait. mais vous ne le dites pas assez, surtout que peut-être que ces personnes-là avaient la technologie que l'État n'avait pas encore. Parce que c'est pas que ça existait. Très et que bon les- point. Et c'est Très surtout bon ça la bonne La nouvelle. technologie, quelle technologie pour faire payer des... Non, pour dire que- Non, il des n'avait paiements peut-être en pas la ligne. plateforme Pardon développée au sein de Non. Oui, leur pas forcément. administration. Non, je pense qu'il y a malheureusement des serviteurs de l'État qui ont pris des habitudes à tout sous-traiter. Tout sous-traité, mais ça, c'est Voilà, c'est et qui connu. estiment que la technologie étant la solution à tout, dès qu'on a une possibilité de faire payer des parents, des élèves ou même des frais, je ne sais quoi d'autre, on s'adresse à des opérateurs alors que l'État peut le faire. On a quand même L'État a les cerveaux. moyens de le faire. Voilà, l'État a les moyens techniques, les ressources humaines pour le faire. Et je pense que c'est vraiment un bon point. Il faut continuer comme ça. Parce que la difficulté pour nos pays, c'est la mobilisation des ressources internes. Bien sûr. Beaucoup se plaignent de l'endettement, entre guillemets, excessif du pays. Mais si l'État réussit à mobiliser les ressources intérieures, on n'aura plus à aller chercher autant d'argent sur les places internationales. Et il est D'autant plus important dans que les le compétences. recouvrement de tout ce qui est impôts, taxes et autres puisse se faire pour qu'on puisse avoir nos universités, nos hôpitaux, C'est ça. sans devoir aller s'adresser aux institutions de Bretton Qui, Woods. sur le plateau, a parlé de citoyenneté, de responsabilité. Hein, quand Et même, il y a c'est ça même aussi. une question de patriotisme aussi. Voilà, parce que C'est le bon, patriotisme. ça c'est bien, l'État. Parce que rien ne dit également que parce que ça va directement maintenant, que ça va être bien géré. Parce que là, par contre, c'est un autre sujet. On parle de corruption. Ouais, mais c'est déjà une première étape. Non, C'est déjà une première étape. Mais à saluer. voilà, donc ça veut dire que c'est tous ça. les systèmes C'est ont une leurs première étape à failles, tous saluer. les systèmes ont leurs avantages, et après, tous les Mais systèmes ont surtout les besoin... failles humaines. C'est-à-dire c'est la volonté de quelques individus qui peut déterminer la destination des fonds. C'est ça. Mais là, on suppose que quand les fonds vont au trésor public, ils au moins dans les iront caisses de automatiquement, donc ils sont dans les caisses de l'État et ils iront là où ils doivent Et puis aller. de toute façon, je veux dire, le digital, c'est pas nouveau, donc c'est une bonne nouvelle de savoir Bien qu'au sûr. moins l'État se met au goût du jour, ça existe depuis longtemps. Que l'État se les modernise. organismes privés avec lesquels C'est même pas ils traitaient. C'est ça. Oui, Non, mais les l'État- La organismes modernisation privés. de l'État, il y a un volet de modernisation. Oui, tout à même fait. encore. Les organismes privés avec lesquels ils traitaient, ils traitaient avec eux juste parce qu'ils avaient les solutions déjà développées en interne, c'est tout. Donc ça leur permettrait de prendre des frais dessus. Donc là, on est tout simplement sur un alignement de l'État sur ce C'est qui ça. se fait de plus standard, hein, même dans Exactement. d'autres administrations. Exactement. Mais c'est bien. Très bien. En tout cas, Coup de cœur. Oui, coup de Ouais, cœur, coup de cœur. pour même, voilà, pour on met tout, c'est bien. Et toi? Voilà. Bon, bon, les amis, justement, y a pas on de parle quoi de non plus. solutions. On parle de solutions. Vu qu'on parle de solutions, on a parlé de solutions donc concernant les examens scolaires. Les examens scolaires, j'y arrive. Il faut que je vois Ouais, qui je parce que fréquente ces bon. Ou même derniers temps. solaire. C'est bien, ils ont eu l'occasion, ça va. les mecs. C'est Kevin Aubin qui est content. En ce qui concerne donc les solutions, pour la révision électorale, eh bien, c'est le porte-à-porte que certains utilisent comme solution. Élisée. Oui, mais tous les moyens, moi, pour moi, tous les moyens sont bons, hein, pourvu que cela contribue à permettre aux citoyens d'effectivement aller s'inscrire sur les listes électorales pour décider de leurs dirigeants, pour choisir ceux qui vont prédestiner à leur commune ou bien à leur région. Moi, je pense que c'est une très bonne chose.
en plus déjà d'utiliser les porte-à-porte, je pense qu'on peut recourir, comme on le disait tout à l'heure, au digital même, avec des SMS, des messages qui peuvent venir surtout. On prend des mailing lists ou bien on prend juste des répertoires là, avec les opérateurs téléphoniques, vraiment pour qu'on puisse sensibiliser au maximum la population. On utilise des canaux comme les médias aussi, la télé, la radio, vraiment tout ce qui peut permettre de sensibiliser, qui peut permettre d'encourager, de mobiliser les populations à aller s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir décider de leurs dirigeants. Je crois que c'est une très bonne chose. Et ça, ce n'est pas quelque chose à négliger. Parce que jusqu'aujourd'hui, même les détournements, là, où on tape, détournements, là, ça paye souvent, hein, peut-être pas à Abidjan, mais à l'intérieur. Ça paye beaucoup. Voilà, à l'intérieur, ça paye. Des événements à l'intérieur du pays. Bon, ça tombe bien que vous soyez comme ça, parce qu'on est vraiment plein dans la grande polémique. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Ouais, moi, je me demande bien, justement, j'émets un peu une réserve par rapport à cette solution-là. Je me demande bien combien d'agents seront déployés sur le terrain pour faire ce porte-à-porte. Non, ce n'est pas les agents. Mais ça, sont les partis politiques. Parce que c'est le RHDP qui a réuni ces militants pour dire on va aller faire du porte-à-porte. Combien de personnes? C'est bon, je termine. En fait, chaque parti doit avoir la responsabilité d'aller faire du porte-à-porte pour que les gens aillent s'inscrire. Eux, RHDP, ils disent on ne va pas attendre la CEI. Ce n'est pas qu'ils payent quelqu'un, c'est leurs militants qui mettent en œuvre pour aller sensibiliser les gens pour s'inscrire sur les listes électorales. Et ces gens-là, ce n'est pas que des militants du RHDP. On parle non, c'est des militants du RHDP. Donc, le RHDP décide de faire du porte-à-porte qu'à l'endroit de leurs militants. Non, mais c'est ma question. C'est tout le monde. C'est tous les Ivoiriens, tu me dis, ce sont des militants du RHDP. Je ne te parle pas de ceux qui iront faire le porte-à-porte, je te parle de ceux qui recevront le porte-à-porte. C'est tous les Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens. C'est ça ma question. Nous sommes 29 millions d'habitants, donc près de 5 millions de foyers. Donc, j'ai hâte de voir combien de personnes le RHDP va déployer sur le terrain pour convaincre et pour toquer à la porte de 5 millions de foyers en Côte d'Ivoire. Alors, tout ça peut-être une réponse. Ah, d'accord. Oui, je voulais quand même dire, bon, ils vont faire aussi une sorte de dichotomie, c'est expression mathématique. Papa est mathématicien, il sait. Donc, on réduit le cercle. Ils ont entrepris d'aller déjà vers leurs électeurs supposés. Donc, ce sont à leurs militants, c'est à leurs militants qui vont d'abord envoyer le message de s'inscrire sur la liste électorale. Le reste, maintenant, pour l'ensemble des Ivoiriens, il appartient à la commission électorale indépendante de faire le message d'information et de sensibilisation. On est 7,5 millions sur la liste électorale, mais on peut avoir raisonnablement encore plus de 3,5 millions. Mais d'après les projections qui ont été faites, on aura à peine 600 000 à 800 000 personnes nouvelles qu'on pourra ajouter. Voilà, sur cette liste. C'est quand même peu, parce que, excusez-moi, le fond du problème, ce sont les disputes post-électorales. Il faut que ceux qui sont en âge de voter aillent s'inscrire pour voter. On ne veut pas qu'au soir d'octobre 2023 ou 2025, on en a encore qui viennent à contester parce que non seulement ils n'ont pas été sur la liste électorale, mais en plus leurs partis politiques n'ont pas fait le travail. Donc le RHDP fait bien de mobiliser ses militants. Il appartient aux autres maintenant de faire de les impliquer. Donc le PDC, c'est un canal supplémentaire donc, à tous les canaux qu'ils ont pour promouvoir donc, ce système qui leur est bénéfique à eux-mêmes. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment qu'on a vu que le porte-à-porte, finalement, c'est quelque chose qui marche avec le recensement. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a connu sur beaucoup de processus qui ont fait l'objet de nombreuses prorogations, le défi de la mobilisation dans les centres. Donc c'est important quand même d'aller vers ces personnes-là autant qu'on le peut. Bien sûr, ajouter à ça d'autres canaux de communication qui viendront, j'ai envie de dire, renforcer cette stratégie. Pardonnez-moi de dire ça, mais est-ce qu'il n'y a pas vous souvenez, en ce qui concerne le recensement, qu'il y avait certaines réserves qui étaient émises concernant les agents recenseurs. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui sont mandatées, qui sont déléguées et qui ont les attributions et les attributs pour pouvoir donc être identifiés comme étant des responsables de la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, vous pouvez avoir à votre porte un individu lambda qui vient vous rappeler qu'il faut vous inscrire sur une liste électorale. Oui, mais ils font juste de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'appareil pour recenser, pour enregistrer des gens. Ils leur rappellent juste que c'est la période d'enrôlement et que ce serait bien d'aller le faire. Mais mieux sur la remarque de Brice qui est tout à fait légitime, parce que moi, c'est vrai que j'ai souvent peur d'ouvrir ma porte quand je ne connais pas et que je n'attends personne. Mais au-delà de ça, on n'est pas bien sûr sur un truc où on doit avoir un vis-à-vis avec la personne. Donc si on refuse d'ouvrir, j'espère pour eux qu'ils ont quand même des flyers qui peuvent glisser sous le bas de la porte. Je pense que dans le cadre des partis politiques, pour avoir suivi un peu comment ils vont fonctionner, généralement, ils vont le faire par, comment on appelle ça, par secteur, ou bien par quartier, ou bien par comité. Donc, du coup, le gars qui viendra te
toquer à ta porte, ce ne sera pas un étranger forcément. Oui, tu le connais. Ce sera quelqu'un que tu connais forcément. Ou pas toujours, pas toujours. Généralement, c'est quelqu'un qui est dans le quartier. Circonscriptions, c'est vraiment très circonscrit en fait. Oui, mais ça dépend. Voilà. Mais moi, dans mon quartier, par exemple, je ne discute pas avec les jeunes du quartier ou les gens du quartier, je ne les connais pas et je n'ai pas envie de les connaître. Ah, les gens de mon quartier. Donc, c'est un exemple. En fait, au-delà de tout, même si tu ne veux pas, c'est ton droit de dire je ne veux pas te recevoir simplement. Oui, et puis c'est pour ça qu'ils doivent avoir des choses à glisser sous la porte, comme ça le message passe. Je pense qu'Alain a dit quelque chose, peut-être que quand on n'a pas trop fait attention, mais qui est juste. En décidant de faire du porte-à-porte, le premier objectif, c'est d'aller vers les supposés militants. C'est-à-dire c'est leurs supposés militants. Et comment on fait pour savoir qu'on a des supposés militants? Il y a des comités de base, il y a des sections, les gens se connaissent entre eux. Oui, mais excuse-moi. Je finis de parler. D'accord, fini parce que... Voilà. Donc, on dit non, nous, au niveau de ce comité de base-là, voici 35 personnes ou 36 personnes, vous êtes chargés de passer chez nos militants pour leur rappeler qu'il faut qu'ils aillent faire l'élection. Et ça, ce n'est pas nouveau. Je prends même pour exemple en 2009, quand il s'agissait de faire l'audience foraine. Mais je vous dis que le RDR, en son temps, mais il y a eu des marchés qui ont pratiquement été fermés. Où les gens étaient fermés, les gens étaient mobilisés pour aller se mettre dans le rang, dans les écoles, pour aller faire l'audience foraine. Et les gens sont partis faire. Alors après, quand il s'agit de voter après, mais on a vu qu'ils avaient beaucoup de militants parce qu'ils ont pris le temps de s'organiser au niveau de ça. Donc la première chose, c'est d'aller vers leurs supposés militants. Maintenant après, on suppose qu'on a nos supposés militants qui sont pratiquement comme des acquis. Mais l'élection, c'est toujours une opportunité pour engranger d'autres voix. Bien sûr, donc, justement, vous allez évoquer, vous allez enfoncer notre porte, je m'apprête à ouvrir. C'est justement le fait que ça pourrait, à un moment donné, les gens pourraient dénoncer ça comme étant une pré-campagne qui ne dit pas son nom. Vous allez parler de... Mais déjà, on est déjà dans la pré-campagne. Non, il y a deux parts. Oui, mais il y a des élections. La campagne est ouverte, il y a des dates ouvertes de campagne. Depuis novembre 2020, la Côte d'Ivoire est en campagne. La nouvelle élection. Non, mais ce que je veux dire, même si ça s'interprète comme une stratégie de pré-campagne, c'est une très belle stratégie parce que ce n'est pas dans le cadre d'une pré-campagne. Et ils se font quand même. Au-delà de tout, Brice, Brice, si tu permets, au-delà de tout, si le RHDP se lève pour aller faire du porte-à-porte, je pense que le PDC ne doit pas s'asseoir sur ses lauriers. C'est de se lever aussi pour aller faire du porte-à-porte. Brice, écoute. Allez vous exprimer, à un moment donné, je vous dis, mais je vous attends. Je pense qu'Alain a dit quelque chose qui est important. Il faut qu'on puisse revenir dessus. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on passe toujours notre temps en train de se plaindre de nos dirigeants. Non, lui, il n'est pas bon, lui, il n'est pas ceci. Mais tu ne peux pas, et je l'ai déjà dit ici une fois, les places les plus cruelles en enfer, c'est pour ceux qui, à un moment de leur vie, ont décidé de ne pas choisir. Si je ne veux pas voir Brice là, je vote contre Brice. Ne pas choisir, c'est un choix. Oui. Mais là, ne pas choisir, c'est un choix. Tu vas garder une place cruelle quelque part. Justement, ne pas choisir, c'est faire un choix. Mais ceux qui ont choisi pour toi, tu vas subir le choix des autres en fait. Et pour pouvoir choisir, il faut que déjà tu sois sur la liste électorale. Il faut accepter d'entendre cela. Mais on est tous d'accord pour le drame, c'est que très souvent, ceux qu'on voit dans les rues à l'appel de certains partis politiques, ils sont affiliés. Ils n'ont même pas voté sur la liste électorale. Donc celui qui se prive de droits civiques n'a même pas le droit d'aller occuper la rue pour contester je ne sais quoi. Donc il faut que les Ivoiriens prennent l'habitude d'abord. C'est un devoir important. Quand l'État met 6 milliards pour enrôler des individus pendant 3 semaines, il faut le faire. Argent, hein. Et c'est la responsabilité des partis politiques de dire, chers militants, chers compatriotes, il faut aller vous faire enrôler. Et le président du directoire du RHDP, M. Kafana, oui. Voilà, il a même clairement précisé cela. Nous allons inviter nos militants à s'enregistrer sur la liste électorale. Comme d'autres, les gens disent oui, on est d'accord que ça se fasse, invitez vos militants, rassemblez-les il faut le faire. Dans vos salles convoyez-les comme vous voulez, mais bon, après le porte-à-porte, bon, c'est... Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment miser sur des spots télévisuels, c'est-à-dire vraiment assaillir les médias. Non, ça, c'est le travail de la CEI, mais qui le fera. La commission électorale le fera. Justement, tu vois, télé, radio, presse écrite et même Internet, parce qu'aujourd'hui, les jeunes consomment Internet de façon... En fait, tu es encore à Abidjan. C'est-à-dire qu'à Kofi Play... À Kofi Play, non, pas Facebook. Non. À Kofi Play, là-bas, il a parlé de tam-tam parleur. C'est ce qui marche là-bas. C'est le porte-à-porte qui marche. Parce que la vie ne se résume pas que à Abidjan. Je n'ai pas dit ça. Et il faut mobiliser les chefs de communauté, les chefs religieux, mais c'est ce qui se fait d'ailleurs pour beaucoup d'autres opérations, pour les opérations de vaccination. Il faut le faire. Mais bon, d'accord, je vois, tiens, une petite information. L'opération est prévue donc du 19 novembre au 10 décembre. C'est court. Moi, je trouve que c'est très peu.
19 C'est novembre, peu. c'est 20 jours. Oui, 21 jours. Non, ça, 21 jours. C'est Ça, c'est 21 pour jours. l'extérieur, hein. C'est parce qu'il y a la date de l'extérieur. Ah, il y a la date deux de phases, l'intérieur, en fait. c'est 3 semaines. C'est du 19 au 20. Mais dans tous les cas, c'est 3 semaines en Côte d'Ivoire. Oui, C'est très 3 peu. semaines, ouais. Je pense que ça devrait courir sur 1 mois et demi, 2 Franchement, mois, c'est court, hein. pour donner le maximum de chances. De temps à aux tous gens les de filles. partir. Surtout que ça devait se faire chaque année d'ailleurs. Voilà. Et vu qu'on ne l'a pas fait chaque année, Voilà. Donc là, mais c'est une révision. je suis persuadé que ça va probablement Ça va se prolonger. être, Il le faut. prolongé, quoi, je pense. Il le faut. Très bien, allez les amis, on va passer à autre chose. Coup de cœur, coup de gueule, à présent, on s'intéresse à la mévente du cacao, donc la CONASA Côte d'Ivoire menace d'aller en grève illimitée. Alain Toussaint, ça vous intéresse ça? Oui, c'est un sujet qui m'intéresse parce que depuis la nuit des temps, on a eu nos dirigeants africains qui ont dénoncé le déséquilibre au niveau des échanges internationaux. Nos matières premières sont payées à un très bas coût. Et parfois, cela a provoqué des déséquilibres, des déstabilisations dans les pays. Et là, le gouvernement, c'est vrai, a fixé à 900 francs le kilo, non, Le grain de cacao. Voilà, le Oui, cacao. 900 francs, oui, c'est ça. C'est déjà bien, mais les producteurs estiment que c'est très peu. Je pense qu'il y a vraiment la nécessité que nos pays soient très forts, notamment le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Nigeria qui bientôt vont rejoindre l'initiative voilà. Côte d'Ivoire-Ghana C'est ça. pour pouvoir peser auprès des traders, auprès des places internationales. Parce que tout cela peut parfois provoquer des troubles dans des pays et je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder et régler très rapidement. Je crois que les autorités ivoiriennes et ghanéennes ont eu le nœud creux, en tout cas d'accepter de se mettre ensemble, parce qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. Hein. Si aujourd'hui le Cameroun veut rejoindre, et comme il le dit, le Nigeria aussi veut rejoindre l'initiative, c'est parce qu'ils ont vu réellement les fruits de cette initiative-là. Parce qu'à eux deux, ils font pratiquement 60% de la production mondiale. Donc aujourd'hui, je crois que ça a été une très bonne chose. C'est vrai que pour ce qui est du prix payé aux paysans, des efforts sont faits, mais je crois que si effectivement l'objectif qui a sous-tendu la mise en place de cette initiative est atteint, on pourra avoir des prix beaucoup plus larges que ça, parce que la spéculation ne se limitera pas seulement au niveau des chocolatiers et des décideurs, mais les pays pourront désormais vraiment dire leur mot et on pourra monter. Donc c'est déjà une très bonne chose. Bien sûr. Bon, moi, une chose est certaine, c'est que je loue l'initiative de Thierry Marcel qui est dans ce syndicat, va sensibiliser en fait, comment on appelle ça, les producteurs, le paysan qui est au village, qui produit ce cacao-là. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, les gens qui vont acheter les cacao dans les champs, bord champs, ils profitent de la faiblesse, de la pauvreté des parents là-bas pour payer à très bas prix. Et je pense que lors de son intervention, il a eu à dire aux uns aux autres, aux parents, de ne pas vendre ce cacao-là. Quel que soit ce qui arrive, il faut qu'ils arrivent à tenir un peu. Et que l'État, le Conseil Café Cacao, allait faire des choses pour qu'ils puissent payer ça au moins à 900 francs. Parce qu'il y a des acheteurs qui sont vraiment très malhonnête et véreux. Justement, donc, pour éviter qu'on tombe dans ce genre de chantage-là, il faut effectivement que les choses soient faites et qu'elles soient faites rapidement. Oui, c'est ça. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui peut faire évoluer cette filière. C'est très important de voir qu'à chaque fois qu'il y a, j'ai envie de dire, des menaces vis-à-vis de cette filière qui est ô combien importante pour la Côte d'Ivoire et pour son économie, il y a des gens, des voix qui s'élèvent pour dénoncer donc ces menaces et pour essayer de trouver des solutions. Et encore une fois, mon coup de cœur va à l'endroit même de toutes les mesures qui pourront être prises pour accompagner les paysans, parce que finalement, c'est eux le moteur principal de toute cette économie qui fait aujourd'hui la gloire de la Côte d'Ivoire. Très bien. Merci. Un dernier mot? Non, ça va, allez-y. Merci beaucoup. Brice au pas de course. Oui, non, écoutez... Et toi, Brice, tu ne nous dis jamais si c'est ton coup de cœur, ton coup de gueule. Ben oui, c'est vrai. Non, je ne donne pas en général mon avis sur le plateau. Ça a été fait quelques fois et non, ce n'était pas une bonne idée. Bon, là, tout à l'heure, je me pose des questions. Je pose des questions. Il y a des experts sur le plateau. Je leur pose des questions. Je ne comprends pas. Je me demande pourquoi les gens ont venu taper à ma porte, par exemple. On m'explique que c'est pour me sensibiliser. Donc ça va, quand je comprends. Ça va, je suis convaincu quand même. Ça va. Ouais, ça va. J'ai accepté 2-3 personnes, mais bon, le nombre de parties qu'on fait m'expliquer ça. Au 10e partie, on va commencer à se parler. Il faut quand même qu'on se parle. Je parlais à mon vigile pour lui dire, bon, écoute, les gars, les parties qui montent là. Ce serait bien quand même qu'ils soient identifiés. Deux, trois voleurs peuvent venir chez moi. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Une sortie de Nana Akufo-Addo, on en parle un tout petit peu. Eh bien, le monsieur a dit, et je cite, Russe ou Français, il faut cesser de dépendre des Blancs. Allez, il a dit pour lui. Coup de cœur, coup de gueule. Bon, vraiment, coup de cœur. C'est ça. Même pour. Tout le monde est. Ah. Non.
C'est un coup de gueule. Non, c'est un coup de gueule parce qu'en fait, il n'a rien. Non, je veux dire, évidemment, on est tous d'accord pour dire ce qu'il a dit. Il n'a rien dit de nouveau. Donc, pour moi, en fait, c'est totalement un non-événement, cette sortie-là. Donc, bon, on est tous d'accord pour. Bon, le principe et le contexte voudrait qu'en ce moment, il y ait, comme on disait Élisée Bolougbe, des questions de positionnement géostratégique. Aujourd'hui, les gens parlent de l'influence de la France qu'il faut casser, les gens parlent de l'arrivée de la Russie. Donc, il y a un débat qui est mené, et lui, il a envie de dire, bon, il y a tout ça, il y a France, il y a Russie, mais à un moment donné... Je sais, moi, en tout cas, ça aurait été, pour moi, ça aurait été beaucoup plus intéressant si ce monsieur-là, le président ghanéen, nous disait qu'il ne faudrait plus être justement sous le joug de la France ou de la Russie. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il ne faudrait plus être sous le joug de la France, de la Russie ou de monsieur Leblanc en général, en faisant comme ça, en nous donnant des pistes. Mais que d'asséner cette phrase, bon, d'accord, oui, et... Oui, non, et moi, mieux, c'est même pas que sous le joug de la Russie, de la France, mais il ne faut pas appeler la Chine. En fait, sous le joug de personne, d'ailleurs, à un moment donné. Mais en fait, le problème, c'est que quand le monsieur il parle de ça, c'est qu'aujourd'hui... C'est dans un contexte aussi. Oui, c'est dans un contexte. Quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, où on était avec la France, aujourd'hui, on va déchirer le drapeau français, on va s'attaquer aux institutions françaises qui sont là-bas, et après, on commence à fricoter avec Wagner, pour dire, je quitte un homme, qu'on appelle ça, un partenaire, pour aller vers un autre partenaire. En fait, en gros, lui, il dit, arrêtons d'osciller entre l'un ou l'autre. Il faut que nous, aujourd'hui, on puisse prendre, en fait, notre destin en main. C'est ce qu'il dit concrètement. Il ne faut juste pas changer de maître. Voilà, il ne faut pas changer de maître. Parce que même quand, dans le cas du cacao dont on parlait tout à l'heure, et c'est justement pour ne pas qu'on soit adossé à un seul maître, que nous, Côte d'Ivoire et Ghana, qui faisons 60% du cacao mondial, il faut qu'on se mette ensemble pour décider de notre propre sort. Rihanna. Oui, j'allais tout simplement dire que le rappel et l'éveil de conscience sont encore d'actualité parce que c'est vrai que ces phrases, on les entend depuis même l'époque de la colonisation, mais on n'a encore pas l'impression que les chefs d'État africains ont eux-mêmes la volonté de vouloir se mettre ensemble pour redonner la force à l'Afrique. Je veux dire, quand on est là et qu'on se plaint et qu'on dit oui, on veut sortir justement de la dépendance européenne ou de la dépendance des Blancs, etc., mais on ne se donne pas les moyens de notre politique. Donc on reste là, on est toujours dépendant, on est toujours là à rechercher des conflits d'intérêts, qu'ils soient individuels ou financiers, mais on ne bâtit pas de réelle stratégie commune pour sortir l'Afrique de cette dépendance. Parce que c'est toute l'Afrique qui est dans cette dépendance. Très bien. Mais vous parlez même des chefs d'État, mais ceux qu'on voit dans les rues en train de ressortir les drapeaux russes et de brûler les drapeaux français, c'est toute une mentalité en réalité. Et c'est pour ça que je parle de l'éveil de conscience. Je n'ai pas entendu l'idée sur la question avant. Là. Non, moi je pense, comme je l'ai toujours dit, moi c'est ma position. La position que donne le président Ghanéen a toujours été celle que moi j'ai défendue ici. Moi j'estime pour ma part que la vie de nos nations, même si elles sont jeunes, c'est un peu comme la vie d'un enfant. Arrivé à un moment, c'est vrai qu'on peut t'avoir donné des biberons, on peut t'avoir nourri, mais après tu prends ton indépendance et puis tu vis ta vie toi-même. Et aujourd'hui, les peuples africains doivent comprendre que 60 ans après l'indépendance, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas cohérent de rester encore sur le joug d'une puissance, qu'elle soit mondiale ou qu'elle soit internationale. On a des coopérations bilatérales, c'est normal parce qu'on ne vit pas en autarcie. Dans un monde, on est obligé de collaborer avec tout le monde, mais on n'a pas l'obligation de rester sous le joug de quelqu'un. Non, on prend notre indépendance, on l'assume, on va jusqu'au bout. Ça va peut-être nous coûter un certain nombre de choses, mais c'est comme un enfant quand il apprend à marcher, il titube, il tombe. Mais après, il s'équilibre et puis il marche, il va de l'avant. Donc aujourd'hui, il faut que nous, en tant qu'Africains, on comprenne qu'il faut désormais que notre bonheur ne vienne pas de quelqu'un ou ne soit pas attendu de quelqu'un, mais que ce soit nous-mêmes qui fassions ce bonheur-là. Alain Toussaint. C'est formidable. Il faut applaudir. Vous voyez, la goutte d'eau, elle tombe et elle finit par percer le rocher. C'est ça. Voilà le nouveau Kémy Séba. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. J'accepte. Élisée, j'accepte que Alain Toussaint vous le dise. Le jour que vous le direz à Alain Toussaint, vous êtes le nouveau Vladimir Poutine, il va accepter. Voilà ce discours que répandent ce qu'on appelle les panafricanistes. Et le président ghanéen, à mon sens, il est un peu un mix de Kémy Séba et de Nathalie Yamb. Et il traduit dans des propos simples, l'aspiration de la jeunesse africaine et de l'ensemble des Africains. Voilà, il faut s'affranchir de quelques mètres que ce soit. Et il a dit, on ne peut pas quitter un maître
pour un autre. Je pense qu'il a résumé de la façon la plus brillante le fond de la pensée aujourd'hui de la jeunesse africaine. Excusez-moi, est-ce qu'il ne faut pas aussi préciser, parce que quand on s'attaque à des intérêts ou quand on estime que certaines puissances, c'est des puissances, il faut le dire comme ça, ces États-là sont sous le joug. Vous avez parlé tout à l'heure de partenariat. Il faut reconnaître qu'il existe vraiment des partenariats. Il existe des partenariats. Oui, mais les partenariats, aujourd'hui, il faut les renégocier. Non, aujourd'hui, ce que les Africains réclament, c'est des partenariats gagnants-gagnants. On est dans des partenariats gagnants-perdants, en fait. Pour la grande majorité. Oh, ben Élisée, il est formidable ce soir. Pour la grande majorité, on est dans des partenariats. Allez, arrête ça. On est dans beaucoup de partenariats, il faut le reconnaître, gagnants-perdants. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, ce n'est pas de tout couper, ce n'est pas de tout jeter à l'eau, mais vraiment, c'est d'aller dans une relation. Là, on parlait à l'instant du café cacao. Oui. C'est l'exemple type même. L'exemple typique même. Oufouette parlait il y a 30 ans et même encore d'autres après lui de ce déséquilibre. Tout à l'heure, je voulais demander à Kevin, la tasse de chocolat à Paris, elle coûte combien? La tasse? Oui. C'est les centimes. Dans un café, c'est combien c'est centimes d'euros. Moins de ça, c'est pas environ 70 centimes. 2,50 €. Par exemple, le café, en tout cas, lui, le petit café dans un restaurant de Paris, c'est autour de 2,70, c'est-à-dire autour de 1600, 1700 francs CFA. Vous voyez, donc, juste le petit café, vous voyez le prix auquel on achète le kilo de cacao, sans parler du kilo de café. Donc, ça montre bien le déséquilibre qu'il y a. Et il faut que soit mis fin cette façon de faire. Parce que nos pays ne peuvent pas se développer, ce qui contribue à l'hégémonie quand même des puissances internationales. Oui, on peut pas. Qui fixe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça dans le commerce. Moi, je suis vendeur ne produisent pas, mais c'est eux qui fixent. Voilà, c'est celui qui achète qui vient pour dire non, moi j'achète ton truc. C'est complètement horrible. Donc, en tout cas, indépendance vraie. Mais je pense qu'on est en train d'aller vers inexorablement vers tout ça. Il y a des éveils de conscience. Donc, coup de cœur pour Ado. Ado du Ghana, en tout cas, coup de cœur. Et Ado de Côte d'Ivoire. Et Ado de Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Ça ne se dit pas de la même façon. Et ça s'écrit pas de la même façon. Finalement, coup de cœur aussi, parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis... Désolé, tu n'as pas les malheureux de ton quartier. Voilà, Comment on arrive à sortir? Il s'est dit, mon cher. C'est l'éveil de conscience. Non, mais c'est l'éveil de conscience. Après, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Comme tu le dis toujours, seuls les imbéciles ne changent pas. Exactement. Daouda, il a toujours son petit celle-là. Après, c'est celui-là qui viendra dire, il dit, ouais, non, mais c'est le jeu que j'ai vu, mais qu'à toi. I get you. Bon, alors les amis, je pense que juste avant de terminer sur nos coups de cœur, coups de gueule, on va évoquer la situation du troisième mandat, quand même. Et selon les propos de l'ancien président Laurent Gbagbo, donc on l'a entendu lors des célébrations et des festivités marquant les 1 an. Marquant l'an 1 du PPACI, eh bien, il n'est pas tout à fait d'accord avec ces mandats-là. Il a un peu fustigé cela. Oui. Élisée, bon. Voilà. Non, ben bon, je pense que ce débat-là, il faut l'oublier, il faut passer à autre chose. Caduque, en fait. Voilà, si la Constitution dit que tu as 2 mandats à faire, fais-les et t'asseoir. À propos de Laurent Gbagbo. Oui, mais la Constitution aussi disait plein de choses qui n'ont jamais été respectées par les régimes successifs. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit dans une dynamique de changement. Voilà, parce qu'on ne peut pas promouvoir la paix, la réconciliation, et puis en montrant quand même qu'on a une forme de revanchisme qui est en nous, il faut passer à autre chose. Le défi principal pour la Côte d'Ivoire pour 2023 et 2025, c'est comment le pays pourra supporter, je dis bien supporter, des périodes électorales sans qu'il y ait des morts. Donc, il appartient à chaque leader politique, à chaque acteur de la société civile et même aux acteurs économiques et autres d'œuvrer pour que nous puissions traverser quand même ces 2 échéances-là. Voilà. Maintenant, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est intéressant. Je pense que ce n'est pas le débat du moment. Voilà. De toute façon, ceux qui ont eu envie de faire ce qu'ils ont envie de faire, se sont appuyés sur la Constitution, finalement, qui a dit, voilà ce que la Constitution a dit. Le problème, c'est le respect même de cette Constitution. Mais bien sûr. Après, on a trouvé que la Constitution même a été, à un moment donné... Même l'éligibilité, excusez-moi, du président Ouattara, c'est quand même à Pretoria que le président Gbagbo, au mépris de la Constitution, signe une ordonnance pour le rendre éligible. Donc, vous voyez que la Constitution, finalement, chacun en fait ce qu'il veut. Les trois ont violé la Constitution à un moment ou à un autre. Quand le président Bédié lui-même interprète la Constitution pour empêcher que M. Ouattara soit candidat, quand le président Oufouette lui-même change des dispositions pour ne pas que son dauphin à l'Assemblée puisse lui succéder, quand même, je dis, bon,
Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on peut se doter de textes qui soient intouchables et que chacun soit véritablement habité de l'esprit démocratique et du respect des textes. Rayana Daouda. Moi, en fait, ce que j'ai compris dans son discours... Rayana Daouda. Oh, mais comme tu m'as regardé... Mais vous dites, j'ai aussi... Bon, ok, d'accord. Ce que j'allais dire tout simplement, c'est que j'en parlais, je disais, le PPACI, moi, tout ce que je retiens, c'est constamment ces pics qui sont envoyés à l'endroit du gouvernement. Excusez-moi, le débat de la 3e constitution, on en a fini, du troisième mandat. On en a fini depuis près de, je ne sais pas combien d'années, depuis près de 2 ans ou 3 ans. C'est pas le seul débat qui pose problème en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'en parle pas pour le que ça se répète? Mais ça se répète. Ils sont en train de répéter l'histoire. Je veux dire, c'est bon, en termes de répétition, on est déjà pas mal. La décharge du président Gbagbo, ça se trouve, il faisait allusion justement à ce qui se passe dans la sous-région, donc dans les pays voisins, pas forcément. Ça se trouve, il faisait pas forcément allusion au président Ouattara. Je sais pas. Moi, j'aimerais juste que sur ce plateau, on ait des recommandations du PPACI qui a fait une sortie pour parler de comment est-ce que les paysans agriculteurs de cacao, par exemple, peuvent avoir plus de marge. En tout cas, des solutions qui vont vraiment faire avancer notre économie et qui vont nous sortir de ces débats politiques remplis d'orgueil. Moi, une chose est certaine, ce sur quoi je voulais attirer ton attention, c'est que quand le Maïga est parti à la tribune de l'ONU, où il a parlé de... Monsieur Maïga. Monsieur Maïga. Quand même. Oui, c'est colonel. Ici, le nom des gens qui sont ses camarades. Attendez, Daouda. Quand Maïga est parti... Non, Daouda, le Premier ministre Maïga du Mali. Maïga est parti. Je peux me donner le droit de dire ce que je pense ou bien je ne peux pas le dire. Je suppose que là, vous étiez dans l'élan. Non, je vais continuer dans le même élan, sauf si on ne veut pas que je parle. Allez-y, terminez. Voilà. Lorsque Maïga est parti à la tribune de l'ONU pour aller dire... La suite va être intéressante. Pour dire que, comment on appelle ça, lui, c'est l'art de se dribbler soi-même. Il faisait allusion à Alassane Ouattara et le président Gbagbo a fait allusion aussi à ça en parlant de ce même 3e mandat. Pour moi, personnellement, c'est un discours populiste pour attirer la sympathie de ses militants. C'est plus nécessaire. Passons à autre chose. Le 3e mandat, le premier mandat de la 3e République, le 3e mandat, c'est déjà fait, on est déjà dedans, il faut qu'on avance. Moi j'ai un petit point, justement. Pourquoi vous dites Maïga et le président Gbagbo? Pourquoi vous faites une forme de distinction comme ça dans les appellations? Non, ça sort comme ça. Très bien. S'il vous plaît, on peut vérifier combien dans le bac Il a dit ça sort comme ça. Allez-y. Oui, moi je pense que ce soit Alain ou que ce soit Ryan, sont vraiment revenus un peu là-dessus. La question du 3e mandat, c'est un peu ça que moi, ce que je reproche un peu à nos hommes politiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse évoluer le débat. C'est vrai que quand on doit construire l'avenir, on jette un regard dans le rétroviseur pour mieux apponter les sillons de l'avenir. Mais à un certain moment, il faut qu'on regarde les urgences, il faut qu'on regarde ce que pour moi j'estime être prioritaire. Aujourd'hui, l'enjeu pour les Ivoiriens et l'enjeu même pour eux en tant qu'hommes politiques, c'est de nous proposer des joutes électorales apaisées. Ça, c'est l'enjeu. Après ce qu'on a vécu avec eux-mêmes en 2010 et avant 2010 jusqu'à maintenant, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des élections apaisées. Et ce qu'on attend d'eux, c'est de nous faire des propositions, c'est de nous dire un certain nombre de discours qui soient à mesure de conforter, ceux d'autant plus, et ça je le rappelle, ceux d'autant plus que chacun d'eux se targue d'être l'apôtre de la réconciliation. Se targue de toujours vouloir aller dans le sens de la réconciliation. Pardonnez-moi de vous poser une question de compréhension. Oui. Peut-être qu'au niveau du PPACI, ils évoquent une crainte de se retrouver dans une situation, vu qu'en face, il y a quelqu'un qui a l'appareil de l'État, qui a la possibilité, selon eux, de modifier la Constitution. Mais quand tu parles de quelqu'un qui fait 3e mandat, il s'en va. Moi, je aujourd'hui, pardon, 2e, tu as 2 mandats, tu finis, tu t'en vas. C'est ce qu'il a dit, en fait. Oui. Il aurait pu dire, tu as 1 mandat, tu t'en vas. Oui, je suis d'accord. Mais ça, en quoi c'est factuel actuellement? Pour être honnête avec toi, qui de tous ceux qui sont assis ici là, est en train de faire 2 mandats et puis s'il ne veut pas finir, il ne va pas partir? On est déjà dans une affaire où le président Ouattara a déjà traversé 2020. Il est en train de faire un autre mandat qui est en plus de deux qu'il a déjà fait. Un premier mandat de la 3e. Non, mais ça n'est même pas ça. Même il fait un 3e mandat. Moi, c'est même pas. Ça veut dire que mon problème, il est factuel où en fait aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif aujourd'hui là, comment on s'arrange pour qu'on aille à des consultations populaires apaisées? Aujourd'hui, c'est le défi. Parce que toutes nos élections, depuis 2010 jusqu'à maintenant, que ce soit des élections municipales, locales et autres, on a vu ce que ça suscitait comme des écueils, comme des morts et autres. Depuis 1995, d'ailleurs. Depuis 1995, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le défi, c'est comment on fait
pour avoir des consultations populaires, des élections apaisées. Et c'est vers ça que tout le monde doit tendre. Oui. On ne dit pas de ne pas être critique. On peut être critique, mais vraiment, il faut qu'on aille dans le sens de pouvoir consolider les bases de la réconciliation. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et il faut quand même dire que dans notre pays, il n'y a jamais eu de passation de pouvoir d'un président à un autre. Parce qu'il y a chaque fois eu des troupes. Donc le défi, ce serait quand même qu'en 2025, on puisse assister à autre chose. Voilà. S'il y a une alternance, qu'elle se fasse de manière pacifique. C'est ça. Mais pas une forme de brigandage électoral pour provoquer encore des centaines de morts. Apparemment, quand j'entends tout ce que vous entendez... Mais d'autant plus que je trouve que c'est... Non, mais ça, c'est complètement schizophrène. Les propos du président... mais c'est lui qui m'a donné... Non, mais c'était pas un coup de cœur. Ce que vous disiez, là, brigandage... Je voulais juste dire que les propos du président Gbagbo sont un peu antinomiques, surtout quand on a vu que les trois grands du pays, justement... Ils ont tous falsifié la ils sont entrés dans un élan de réconciliation avec des sourires totalement grandiloquents, donc je comprends pas. De convenance, c'est de la communication politique. Bah écoute. Bon les amis, nous on marque une pause. On marque une pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du Grand Talk. C'est vendredi, on ne donne pas conseil trop longtemps. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Kevin Aubin, en compagnie d'Alain Toussaint, Élisée Boulougbe, Sa Majesté Daouda et bien sûr Rayana Assi. Je prononce bien aujourd'hui. Rayana, c'est ça. Rayana et tout ça. Bon, avec vous, les amis, on va évoquer une situation parce que nous a rejoint entre-temps comme invité M. Charles Cougnon. Il est entrepreneur, propriétaire de salons de coiffure classés. Bonsoir, M. Cougnon. Bonsoir, Merci d'être sur notre plateau ce soir. Merci. Beaucoup de choses ont été dites, je ne vous cache pas, beaucoup de choses ont été dites. Et justement, pour nous, aujourd'hui, de nous recevoir sur ce plateau, ce serait un peu l'occasion d'avoir permettez-moi l'expression, votre version des faits. Alors, tout de suite, et sans plus tarder, on va s'intéresser à cette vidéo-là, donc émanant du ministre Touré Mamadou. On va regarder la vidéo et on revient juste après. Donc ce sont des huissiers, on a des procès contre certains bénéficiaires aujourd'hui. Vous avez une idée du nombre? Il y a eu des montants importants. Moi, je prends ce jeune qui a eu un financement important allant jusqu'à 700 millions de francs CFA pour faire des salons de coiffure. Un réseau de salons. Un réseau de salons de coiffure, une cinquantaine de salons de coiffure, et qui malheureusement refuse de rembourser. J'ai trouvé cette situation lorsque je suis arrivé à tel ce département. Est-ce qu'il a effectivement créé ce Mais est-ce qu'il refuse de... Monsieur Cougnon, ce jeune en question, c'est de vous qu'il s'agit. Oui. On est d'accord. Vous êtes entrepreneur, vous êtes propriétaire de salons de coiffure. Oui, c'est cela. Déjà. Dans la vidéo que nous vous avons suivie, le ministre a affirmé que vous avez bénéficié d'un financement de plus de 700 millions pour la mise en place d'un réseau de salons de coiffure. Essayez de nous donner votre état des lieux, de la présentation de la situation globalement. D'accord, je vous remercie de me recevoir. Comme de prime abord, je voulais indiquer que je ne suis pas là pour pouvoir en fait faire une confrontation ou entretenir une polémique quelconque avec le ministère et à travers le ministère de l'Agence Emploi Jeunes. Je viens là parce que depuis l'intervention du ministre, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Donc il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés, qui m'ont porté préjudice personnellement. Mais je vais revenir à votre question pour vous dire exactement. Bon, je me présente, Charles Cougnon, entrepreneur. Donc le réseau des salons de coiffure existe depuis 2006. Donc ça fait aujourd'hui 16 ans que cela existe. Combien de salons? Une dizaine. Une dizaine de salons. Et donc, à la faveur de mes études, j'ai laissé les salons, je suis allé au Canada. Pendant 8 ans, à distance, je gérais en fait les salons. Et quand je suis rentré en 2015, j'ai trouvé opportun d'installer des jeunes. Parce que l'emploi jeune, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, malgré mon diplôme, le travail que j'avais là-bas, j'ai décidé de tout arrêter pour rentrer à Abidjan. Et pendant que je rentrais, j'avais 6 salons. Donc, depuis 2006 jusqu'à 2015, j'avais 6 salons. Et donc, pendant 1 an, j'ai regardé l'activité et je me suis dit qu'il y avait beaucoup à apporter à la jeunesse. C'est dans ce cadre-là que j'ai rédigé un plan d'affaires. Et c'était en ce moment le ministre Billon, qui était ministre de l'Artisanat. Et donc, quand je suis allé le voir pour déposer le dossier, quelques mois après, il a été remplacé. Et par la suite, il y a eu le ministère de l'Emploi jeune qui a été créé avec le ministre Timoko. Donc, j'ai présenté le dossier là-bas. Et donc, tout ça, je le fais parce que je veux mettre un peu fin à toutes ces supputations.
Donc, quand j'ai présenté le dossier, pendant pratiquement 8 mois, il y a eu des procédures, c'est-à-dire les entretiens, les visites des salons qui existaient et l'entretien avec les jeunes qui travaillaient là-bas. Et c'est la suite de cela qu'il y a eu un nombre restreint de promoteurs qui a été arrêté. On allait jusqu'à Yamoussoukro pour encore présenter le projet devant un grand jury qui était composé d'experts, de personnel. Et donc, j'ai été retenu. Ça, c'était en décembre 2017. Et donc, le responsable de l'agence emploi jeune m'a fait un courrier pour dire que mon projet a été retenu. Donc, il s'agissait d'installer 500 jeunes pour une enveloppe globale de 790 millions. Donc, comment est-ce que ça devait se passer? Normalement... Combien de salons? À peu près une centaine. 100 pour commencer le projet. Normalement, chaque coiffeur devait aller en fait... à chaque coiffeur, on devait adosser un prêt. C'est-à-dire, si vous divisez aujourd'hui les 790 par 500, on se retrouve à peu près à 1 800 000 francs par jeune. Donc, c'est ça qui devait bénéficier pour pouvoir être installé. Et moi, en tant que promoteur, comme j'avais déjà la connaissance en termes d'activité, d'installation, donc on s'est adossé à moi pour dire, OK, comme les jeunes, il y a beaucoup qui n'ont pas de carte d'identité. Il y a beaucoup qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, M. Cougnon, on va s'adosser à votre entreprise pour que vous puissiez les installer et les accompagner. Et donc, quand c'est comme ça, vous allez prélever le remboursement et qui était de 2 000 francs par jour par coiffeur sur 3 ans. Quand vous multipliez 2 000 francs par 30 jours, dans le mois, ça fait 60 000 francs à peu près. 60 000 francs sur 3 ans, on se retrouve à peu près à 2 100 000. Donc notre capacité de remboursement existait. Et quand je dis 2 000 francs, c'est une infime partie du chiffre d'affaires du coiffeur par jour. Si le coiffeur, en tout cas si le coiffure est à 500 francs par tête, donc à 2 000 francs après 4 têtes dans la journée. Non, je pense que classé, la coiffure est à 2 000 justement. Parce que moi je me coiffais justement là-bas, c'est à 2 000 francs. Donc c'est pas le coiffeur ordinaire. Donc... C'est 2 000 par tête du coup. Par tête, okay. 2 000 par tête. C'est maintenant qu'on est à 2 000 par tête depuis 1500. Voilà, 1500. Ouais. Très bien. Donc avec moins d'une coiffure et demie, on était déjà en capacité de rembourser en fait, puisque c'était des prélèvements quotidiens et des versements quotidiens. Donc depuis décembre 2017, on a reçu la lettre de l'administrateur et donc on a attendu pratiquement 1 an. Avant de recevoir les premiers fonds? Avant de recevoir les fonds. On a attendu 1 an. Et donc pendant cette période, moi j'écrivais assez souvent pour dire on est toujours en attente. Bon, il y a le dollar qui se renchérissait puisque tout est... donc j'ai expliqué tout cela et indiqué aussi qu'au niveau de la Chine, il y a des congés annuels à partir de janvier. C'est le pays fournisseur. C'est le pays d'où vous achetiez le matériel. Le pays fournisseur. Tout le monde sait ici qu'avoir 500 kits, on ne peut pas les avoir à Djamé ou bien... donc, il fallait partir et pour avoir des prix intéressants, aller vers l'Asie. Donc, dans ce cadre-là, on nous a demandé de trouver un fournisseur et qui allait être payé directement. C'est-à-dire tous nos fournisseurs ont été payés directement. L'argent n'a pas transité par vous? Non. Combien vous avez reçu? Personnellement, sur les 780 millions, combien vous avez reçu en propre et combien est parti sur... Il y avait à peu près 200 et quelques millions en propre. Le reste, c'était pour les fournisseurs. Payé par la banque et par l'intermédiaire dont vous parlez? Payé par la banque directement. Donc, il y a eu un premier décaissement. Et ce décaissement-là, il a permis de pouvoir payer les fournisseurs directement. Donc, le peu qui restait, nous avons commencé à trouver les magasins, à les réhabiliter, à les mettre en forme, en attendant que le matériel n'arrive. J'ai envie de dire, là, tout est en train de se dérouler comme il faut. À quel moment il y a problème? Il y a problème. Il y a problème à partir du moment où, comme je dis, le décaissement n'a pas été fait en entièreté. Donc, on nous a dit, 3 mois après, on va vous faire un décaissement. N'oubliez pas que c'est 5 mois après qu'on devait commencer à rembourser le prêt. Voilà. Comme je dis, 95% de notre matériel venant d'Asie. Après 3 mois, on n'a pas eu de décaissement. Le 5e mois, la banque nous écrit pour dire commencer le remboursement. Je dis, mais il y a un problème parce qu'on ne peut pas rembourser quelque chose qu'on n'a pas encore reçu entièrement. Voilà. Voilà comment est-ce que l'engrenage a commencé. Et donc, après, c'est 9 mois après qu'il y a un décaissement qui a été fait. Mais pendant ce temps, comme je vous ai dit, les magasins qu'on avait pris après le 2e mois, le 3e mois, jusqu'à 9 mois, on n'avait pas d'activité, on n'avait pas de liquidité pour les payer. Du coup, il y a eu un effet boule de neige. Le matériel aussi qui était
prêts en Chine. On n'a pas pu les envoyer à temps parce que le deuxième décaissement n'a pas été fait à temps. Il n'a pas été fait à votre niveau, il n'a pas été fait chez les fournisseurs là-bas. Il n'y avait plus de fournisseurs, c'était de l'argent qui devait maintenant nous parvenir pour pouvoir prendre les magasins, payer les pas de porte, aménager, peinture, électricité, en fait faire tout pour que quand le matériel arrive de Chine, on puisse l'installer. Installer les jeunes. Moi, je vous ai écouté religieusement parce que j'ai voulu comprendre. Je retiens une chose. Vous m'arrêtez si je fais un récapitulatif rapide. Vous avez les fonds qui étaient prévus de 780 millions, vous en avez reçu environ 200 et quelques millions qui vous ont été versés directement. Le reste était censé partir auprès des fournisseurs. Et aujourd'hui, on revient à l'histoire, on vous demande de rembourser. La banque qui vous demande de rembourser, est-ce que vous êtes rassuré auprès de la banque que ce qui devait aller aux fournisseurs, c'est-à-dire les 500 et quelques millions qui devaient être défalqués des 280 millions, ont été effectivement donnés aux fournisseurs? Parce que si la banque vous demande de rembourser, c'est que c'est allé chez le fournisseur. Oui. Mais si c'est allé chez le fournisseur, à quel moment donc vous estimez que vous n'avez pas eu ce que vous devez recevoir des fournisseurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est ce que j'indique. Quand vous prenez, il y a la période de remboursement qui arrive. Mais quand la période de remboursement avait commencé, le deuxième décaissement n'avait pas été fait. Voilà, parce qu'il y a eu un premier décaissement où pratiquement 70% de ce montant a été utilisé pour payer directement les fournisseurs. Le reste des 30% a été utilisé pour commencer à chercher des magasins. Voilà. Mais on n'a pas eu les magasins en totalité parce que l'autre partie qui devait être versée, c'est ce qui devait nous permettre d'avoir le reste des magasins. Donc ça n'a pas été versé. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été versé. C'est ce que je dis, ça n'a pas été versé au moment où ça devait l'être. Oui. C'est-à-dire 3 mois après. Le 5e mois, on devait commencer à rembourser. Ça n'avait pas encore été versé. Donc, on ne possédait pas les montants dont on avait besoin pour mettre le projet en place. Sauf qu'après, vous avez reçu l'argent. Après, on a reçu l'argent et on a dû résoudre les problèmes. Comme je vous l'ai dit, depuis, il y a des conteneurs qui étaient en Chine depuis 7 mois, 8 mois, qui attendaient d'être acheminés, d'où les surestaries, parce que le fournisseur avait fini de fabriquer, mais les conteneurs n'étaient pas encore venus sur Abidjan, parce qu'on attendait ce décaissement-là pour pouvoir faire face à toutes nos charges. Alors justement, dans les propos du ministre tout à l'heure, le jeune il refuse de rembourser. Voilà. Le refus, non, même aujourd'hui, je veux dire, j'ai été esté en justice, je me suis défendu. En fait, quand je ne refuse pas, parce qu'à partir du moment où on me fait une injonction de payer, moi, j'ai la possibilité de pouvoir faire une opposition. Et quand je fais une opposition, je viens avec les preuves pour dire, monsieur le juge, voilà ce que je dis pour ma défense. Donc maintenant, c'est au juge d'apprécier quelle est la validité ou non. Quelles sont ces preuves ? Ce sont les paiements, c'est quoi les preuves que vous avez apportées pour défendre ça? Non, je dis, c'est ce que j'ai indiqué. En fait, dans le déroulement du projet, on n'a pas eu... Oui, comment est-ce que vous arrivez à prouver ça, en fait? Mais c'est avec la banque. C'est-à-dire les décaissements ont mis du temps à arriver. Et ce sont les dates, en fait, d'arrivée des avec paiements. la banque qui est... Oui, avec un relevé de compte, on peut le prouver. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, il y a des magasins classés qui étaient en fonction, qui sont fermés, dont celui de Cosmos Yopougon, je crois. Aujourd'hui, combien de salons de coiffure classés sont ouverts et combien sont définitivement fermés, ou en tout cas fermés pour l'instant? Il y en a 12 qui sont ouverts. Et ceux qui ont été fermés, je veux dire, si on part sur la base de ceux qui avaient été acquis, mais après qui ont été fermés parce que, comme j'ai dit, il y a eu une période de non-financement qui a fait que les propriétaires, il y a beaucoup de propriétaires qui ont demandé qu'on puisse céder les magasins. Donc, on avait à peu près 26 magasins qui étaient ouverts. Voilà. Et donc, on a fermé la différence pour pouvoir continuer avec ceux qui sont là aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, excusez-moi. J'ai Daouda qui mijote depuis un moment. Merci beaucoup, Brice. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'en 2019, je pense que vous avez signé un partenariat avec la Fondation Didier Drogba pour l'ouverture de 60 salons pour trouver de l'emploi pour 500 jeunes. Non. Est-ce que ça a été fait, ça n'a pas été fait? Non, on n'a pas signé de contrat avec la Fondation Didier Drogba. Je veux dire, dans le protocole d'accord, bon, vous voulez bien, il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas trahir l'instruction. On n'a pas, dans le protocole, c'est l'agence qui devait nous fournir des jeunes coiffeurs. L'agence emploi jeune. Oui. Donc vous n'avez pas signé des partenariats avec la Fondation Didier Drogba? Le partenariat avec la Fondation Didier Drogba nécessitait à pouvoir instruire les jeunes à venir
s'intéresser à la coiffure pour éviter d'aller vers la Méditerranée. Mais est-ce que ce n'est pas le même projet qui avait été financé après par le ministère avec l'emploi jeune? Non, 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 il n'y avait aucun, comment on appelle ça? Aucune corrélation? Non, même pas aucune, mais il n'y avait rien de pécuniaire. Donc Didier précède son image. Lorsque je lui ai expliqué, justement, il m'a dit, tiens, c'est un bon projet. En ce temps, on avait déjà fini avec l'agence. Il a dit, tiens, je vais encourager les jeunes parce qu'aujourd'hui, il y a le phénomène de migration. Donc, il est allé là-bas, il est venu à Cosmos. Il a dit, les jeunes, vraiment, je vous félicite. Moi, je suis né à Yopougon. Et voilà, quand je vous vois en train de travailler comme ça, je dis, prenez courage. Vraiment, prenez courage. Elle avait prêté son image. Voilà. On a bien compris. Élisée, ensuite, Alain. OK. D'accord. Allez-y. Bon, Issa, est-ce que, parce que moi j'ai lu, j'ai essayé vraiment de comprendre cette situation depuis la dernière fois, il savait que quand la situation a été mise au goût du jour par le ministère, parce qu'entre-temps, il faut dire que le ministère a changé de titulaire, parce que ce n'était plus le ministre Sidi, mais c'était le ministre Touré Mamadou. C'est lui d'ailleurs qu'on a vu à l'image tout à l'heure. Quand l'affaire a été portée et que la banque a donné la preuve d'avoir fait le décaissement comme il se devait, il y a eu une commission tripartite où vous êtes assis, vous avez échangé et vous avez pris un engagement de rembourser 10 millions de francs CFA par mois. Est-ce que vous reconnaissez que ça a été fait effectivement? Cet engagement a été pris et aujourd'hui, vous avez quand même quelques salons de classe qui existent. Vous avez pris l'engagement de rembourser. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été fait, oui ou non? Non, vous avez posé la question de savoir si j'avais pris l'engagement. Oui, si vous avez pris l'engagement de rembourser. Donc, non, il n'y a pas eu cet engagement-là. Ce qui a été indiqué, moi, quand le problème a surgi, quand je suis allé les voir, je leur ai dit, aujourd'hui, voilà, tout le matériel est là. Depuis 4 ans, il est stocké. Tout le matériel est là, il est disponible à Abidjan. Donc, c'est dit que la banque a donc payé les fournisseurs. Oui, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. La banque a payé les fournisseurs, le matériel est arrivé, le matériel est stocké. Le stockage, depuis 4 ans, ne faisait pas partie du projet. Je veux dire, il n'y a pas de ligne budgétaire pour cela. On le fait. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? On a demandé d'avoir une rallonge par rapport aux pertes qui ont été créées parce qu'il y a eu des surestaries, les conteneurs sont restés depuis longtemps là-bas. Et on n'était pas d'accord aussi pour le fait que sur les 36 mois, en fait, là aussi c'est le second problème, sur les 36 mois que devait durer le remboursement, on nous fait injonction maintenant de faire ce remboursement sur 27 mois. Donc avec un montant mensuel qui a augmenté. Donc d'où est-ce que... Qui est de combien? Comme je dis, je ne veux pas trahir les secrets d'eux. Mais mes sources m'ont dit 10 millions. Allons-y. Mensuellement, c'est ce qu'on m'a dit. Non, c'est pas juste. Mais je veux dire, le principe, c'est quoi? On passe de 36 mois à 27 mois. Donc, ça augmente les mensualités. C'est ça. Ce qui n'était pas prévu. Alain Toussaint, et après, j'ai une question. Alors, je voulais comprendre aujourd'hui où en est la procédure que vous a proposé vos interlocuteurs, enfin votre interlocuteur, notamment l'Agence Emploi Jeune, pour sortir de cet imbroglio. Aujourd'hui, la procédure elle est toujours en justice, puisque c'est l'agence qui nous a resté. Je pense que nous sommes plusieurs, nous sommes nombreux. Voilà. Et bon, c'est moi qui ai été cité, mais nous sommes nombreux. Donc, parmi ces personnes-là, il y en a même qui ont disparu. Non, mais ceux qui ont bénéficié des 700 millions, c'est vous ou vous êtes nombreux? Non, il dit nous sommes nombreux à avoir été financés. Bénéficiaires de prêts. Okay. Mais c'est vous qui avez vous avez eu le plus gros montant, en fait. Je ne sais pas si, parce que je ne connais pas... Non, on est en train de parler du montant de 700 millions. 700 millions, non, mais ce que le monsieur dit, c'est qu'il a été cité. Voilà. Donc c'est d'ailleurs ce qui a... Mais s'il y a d'autres personnes... Voilà. La question m'a été posée de savoir aujourd'hui où est-ce que le dossier en est. C'est ça. Il est toujours au niveau de la justice. Donc on attend les décisions au niveau de la justice. Ce qui m'a été proposé, on est rentré en négociation pour voir comment est-ce qu'on pouvait résoudre la question. Mais on n'a pas encore eu de résultats probants. Qu'est-ce qui vous a été proposé? Sans trahir le secret de l'instruction, mais il faut qu'on comprenne. Est-ce que, par exemple, l'État ou l'agence vous a proposé un arrangement qui consisterait, par exemple, à céder vos salons à un autre gestionnaire? Non, ça n'a pas été indiqué comme cela. Oui. Mais on n'est pas loin. On n'en est pas loin. Moi, j'ai une question. Hein, vous me direz si je me trompe. Hein, je parlais comme Élisée Boloubé. Vous deviez avoir 700 millions pour pouvoir mettre en place un projet. Vous avez eu une partie du décaissement. Le matériel est là. Vous avez, même si c'est venu en retard, vous avez quand même eu ce qui vous avait été promis. Donc, et finalement, sur 100 salons, on se retrouve aujourd'hui, pour des raisons peut-être, à 10 salons. Non. Oui, allez-y. Aujourd'hui,
vous qui avez à cœur justement le combat pour ces jeunes coiffeurs, c'est d'ailleurs ce qui vous a motivé. Aujourd'hui, ces coiffeurs se retrouvent à la rue. Qu'est-ce qui est fait? En plus, vous aviez des salons. Qu'est-ce qui est fait pour la suite? Pendant qu'il y a l'instruction, le matériel, vous faites quoi? C'est ce que j'indique. Moi, aujourd'hui, je suis venu. Le ministère nous qualifie de partenaires. Moi, c'est pour ça que je dis depuis 2018, je fais un courrier pour expliquer la situation et pour donner des pistes de solutions. Voilà. Moi, j'ai des partenaires qui voulaient rentrer dans le business pour pouvoir en fait injecter de l'argent. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'installer les salons pour pouvoir continuer l'activité. Donc, ce montant-là, il y a des partenaires qui sont prêts à mettre à disposition. Nous, tout ce qu'on aurait souhaité vis-à-vis du ministère, vis-à-vis de l'agence, c'est de nous permettre d'avoir ces partenaires. Comme ça, on rééchelonne la dette pour qu'on puisse pouvoir rembourser. Parce que vous n'avez pas plombé en fait, votre business dès l'instant que vous avez eu un goût pour le luxe, en fait, sachant que dans les quartiers, il y a des gens qui se coiffent déjà à 500, à 200, à 100 francs. Non, qu'est-ce que vous appelez un luxe chacun a son positionnement. Oui, n'empêche. Mais expliquez, vous précisez votre question. Le problème, c'est que vous avez choisi de faire de la coiffure de luxe à hauteur de, j'ai entendu, 2000 ou 1500. Quand on regarde, pour parler comme quelqu'un, l'Ivoirien lambda qui se coiffe à 200, 500 au quartier, combien de personnes vont se coiffer à 2000 chaque fin de semaine? Je vais vous étonner, parce que 2000 francs, ce n'est pas du luxe. Aujourd'hui, je vais dire, moi j'avais un positionnement avant même de pouvoir, comme je vous ai dit, j'avais l'activité pendant 12 ans avant de rencontrer l'agence. Donc, ils sont venus, ils ont vu. C'est parce qu'ils ont constaté que le projet était viable. Voilà, le projet était viable. Excusez-moi, juste, on peut pas essayer Daouda dire ça. Non, c'est pas que... Je vais un peu défendre le monsieur. Moi, justement, j'ai été un client de classe C et en fait, il y a un vrai confort, il y a de la climatisation. Quand tu parles de justement se coiffer à 200 francs, c'est dans des salons de coiffure de fortune. Des picoques. Voilà. Donc, tu peux pas dire ça. C'est bien noté, c'est bien noté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'ai juste besoin d'un petit détail que je ne comprends pas. C'est 790 millions qui ont été annoncés en termes de financement. Vous avez parlé de différentes tranches de paiement. Au jour d'aujourd'hui, dans tout ce contentieux, combien est-ce que vous avez perçu? Parce qu'on vous demande de rembourser. Combien est-ce que vous avez perçu? Ce que vous devez comprendre, c'est que cette différentes tranches de paiement ne devait pas exister. D'accord. À partir du moment où le projet, comme je vous ai dit, il est financé pour qu'on puisse installer tous les jeunes en même temps, oui. Nous, on aurait eu besoin de cela pour pouvoir trouver tous les salons, installer le matériel. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez reçu combien au total? C'est ce que je dis. Il y a eu un premier décaissement pour lequel le fournisseur a été payé directement. Les fournisseurs ont été payés directement. Le reste, on les a reçus pour pouvoir prendre en compte les salons. Et il y a eu des retards au niveau, comme je vous l'ai dit, tous les salons en fait, pour lesquels, depuis pratiquement 6 mois, il n'y a pas eu de paiement, les propriétaires les ont repris. Donc c'est de l'argent qui a été injecté à l'intérieur pour payer le pas de porte, pour payer les travaux, pour pouvoir mettre tout ce qu'il y a à faire. En fait, c'est ça. Moi, j'ai besoin de savoir sur les 790 combien est-ce que vous avez reçu? Combien est-ce que vous avez perçu pour le projet? 1 million, c'est 10 280, c'est ce qui devait permettre. D'accord, donc vous n'avez pas reçu tout le financement? Non. Donc aujourd'hui, sur les 700 millions, tout ne devait pas lui être remis. Voilà. Donc sur les 700 millions, il y a 200 millions qu'on va lui remettre pour les détails. Et le reste. Et donc le remboursement qu'on vous demande, c'est sur tout le financement, c'est ça? D'accord. En sachant que le matériel est stocké depuis des années. Depuis plus de 4 ans. C'est-à-dire, il y a combien de kits là de salon? Il y a 500 kits. 500 kits. Donc moins ceux qu'on a installés. Voilà. Donc il y a la différence qui est là pour lequel. Donc c'est de l'argent qui est immobilisé. J'ai Élisée. Et Kevin pour la suite. Moi, je voudrais être direct avec M. Couillon. C'est vrai que vous expliquez depuis, vous essayez de nous faire comprendre, mais il y a plusieurs zones d'ombre, moi, quand je regarde, qui existent encore. Est-ce que vous ne voulez pas, devant les Ivoiriens aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire honnêtement s'il y a eu des rétrocommissions? Est-ce qu'il n'y a pas des gens, soit au niveau de l'agence emploi jeune ou du ministère, qui franchement, ouvertement, vous ont pris des commissions sur le projet, qui a fait que ça a plombé le projet? Pour être honnête, vous êtes devant les Ivoiriens aujourd'hui. Je suis devant les Ivoiriens, je vous dirais non. Je veux dire, même si c'était le cas, en tant que porteur de projet, je veux dire, j'endosse la responsabilité. Vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas venu ici dans une dynamique de pouvoir rendre les choses beaucoup plus compliquées. Aujourd'hui, le projet, il est viable. Il est viable. Vous pouvez aller aujourd'hui mener vos enquêtes. Moi, j'ai des coiffeurs qui touchent plus de 200 000 francs par mois, qui ont une famille, qui habitent dans des maisons, qui les payent. Donc, non, on est d'accord, mais le problème c'est que l'État a décaissé de l'argent qui est parti quelque part pour que le projet puisse continuer. Parce que l'agence emploi, c'est pour installer des jeunes, mais pour que le projet puisse continuer, il faut bien que ce que l'État a fait sortir, qui n'est pas sorti d'une caisse quelconque, aussi il faut que ça puisse rentrer, il faut qu'on mette des pistes où c'est rentré pour que ça revienne, pour qu'on puisse... M. Bolugbe, dans la gestion du projet,
il y a un chronogramme. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, par exemple, je peux donner des exemples. Pourquoi est-ce que le péage de Bassam a été financé à nouveau? Parce qu'il y a eu un besoin qui devait permettre de terminer le projet. Pourquoi est-ce que le stade des BMP a été encore financé à nouveau? Parce qu'il y a eu un besoin pour pouvoir terminer certaines parties. Donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que le matériel, il est venu en retard. Les décaissements sont venus en retard. Ça a entraîné des surcoûts. C'est de ça que je suis en train de parler. Et c'est ces surcoûts-là qu'aujourd'hui, nous sommes en train qui plombent en fait l'activité. Et ça, c'est depuis 4 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme je dis là, moi, dans le cadre de trouver une solution, je suis venu avec, à 2 reprises, des partenaires. Et quand vous avez des partenaires et qu'on vous dit, au lieu de, par exemple, regardez comment est-ce qu'on peut avancer, monsieur, faites face d'abord à ce qui est passé comme dette avant qu'on ne puisse. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes jusqu'à ce niveau. Donc, en gros, l'État ne veut pas, en fait, laisser ses partenaires entrer sans que vous n'ayez payé l'ancienne dette. Or, il ne peut payer que s'il reprend son activité, c'est ça. Et que l'activité fonctionne. Voilà, et qu'elle fonctionne. Kevin, vous avez une question? Non, il a répondu à ma question. Ma question, c'était de savoir... Élisée, vous avez une autre question? Bon, Élisée, non, Rihanna n'a pas de question. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, donc, quand j'entends un peu votre conclusion, juste ce que je veux savoir, c'est aujourd'hui, pour que cette histoire soit réglée, c'est quoi? Vous devez avoir encore un autre financement pour j'ai envie de dire, pour boucher justement ces frais supplémentaires, pour pouvoir continuer l'activité et rembourser. C'est la seule manière pour vous de pouvoir... Que ce soit avec l'État ou que ce soit avec les privés. Moi, aujourd'hui, ce que je demande, c'est de rééchelonner. C'est-à-dire même l'État de Côte d'Ivoire, lorsqu'elle prend des prêts vis-à-vis des bailleurs, quand ça coince un peu pour quelque raison que ce soit, on peut demander une rallonge en termes de temps. Moi, c'est tout ce que je demande aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que je veux, et j'ai même écrit au Premier ministre pour lui dire que ce projet peut être étendu sur toute la Côte d'Ivoire, à travers les ministres gouverneurs. Je sais, mais à un moment donné, vous comprenez que vous souffrez un petit peu de crédibilité à un moment donné. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit. Le matériel, il est arrivé combien de temps après? En fait, comme je dis, c'est pour ça que je parle de... C'est pour ça que je parle de gestion de projet. Vous voyez, dans un projet, lorsqu'il est géré, on vous dit, il y a un chronogramme, on vous dit, à telle date, on fait ça. À telle date, on fait ça. À partir du moment où, c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on dit on veut faire un 5e pont, et on vient vous livrer le ciment, et après 1 an, il n'y a pas d'activité sur le ciment, il va devenir dur. Évidemment que ça chamboule tout, surtout que monsieur vient avec des partenaires qu'il a dégotés lui-même. Et en plus... Mais c'est vrai. On a juste besoin aussi de voir un peu plus clair dans la situation. Il y a une instruction. Il y a une instruction. Vous ne parlez pas. S'il vous plaît. Oui. Élisée ensuite. Alain. Ok, d'accord. Moi, je comprends bien ce que vous dites, la rallonge et tout ça. Les exemples que vous avez pris, je ne suis pas forcément d'accord avec parce que les projets étatiques ne sont pas des projets privés. Donc, on parle aligner sur les mêmes dimensions. Deuxièmement, là où je veux comprendre, est-ce que vu que vous aviez le matériel qui est arrivé, que les fournisseurs ont donné, qui est déjà stocké, il est sous votre contrôle ou il est sous le contrôle de l'agence emploi jeune? Il est sous mon contrôle. S'il est sous votre contrôle, qu'est-ce que vous avez proposé à l'agence emploi jeune la possibilité qu'on vous permette d'installer déjà ce qui est là, le matériel que vous avez là, commencer à travailler juste un peu et déjà montrer votre bonne foi de remboursement avec un peu déjà pour qu'on puisse peut-être entrevoir un rallonge. C'est ce qui a été fait. Donc vous avez installé ces magasins. Vous avez installé. Magasins qui ont été installés, mais c'est ce que je suis en train de dire. Le niveau 500 kits, c'est beaucoup. Ça demande une 50aine de magasins. Aujourd'hui, vous partez à Abidjan, les pas de porte des magasins, vous n'en trouvez pas qui sont bien placés à 100 000 bien à 200 000. Même les conditions même de bail ne sont pas respectées. C'est-à-dire les 2 mois d'avance, les 2 mois de caution ne sont pas respectés. Vous trouvez un magasin qui est bien placé, on vous dit de payer 4 millions, 5 millions de pas de porte. Et c'est ça la réalité aujourd'hui du terrain. C'est pour ça que je dis, nous, le projet il est viable, on veut le continuer. Ce qu'on demande, c'est juste d'avoir la rallonge, que l'État, ou bien à travers l'AEG, nous accompagne ou pas, nous permette, à travers ce délai-là, nous, on pourra aller avec de nos partenaires. Et surtout, j'ai pu avoir avec le leader mondial au niveau du domaine, sans le citer, un partenariat afin qu'il y ait des formations de ces jeunes-là. Parce que, figurez-vous qu'aujourd'hui, la population ivoirienne augmente, mais il y a un problème de santé publique. Parce que dans les endroits dont Daouda parle... De 200 francs. Comment est-ce que le matériel est nettoyé? Donc il y a un risque sanitaire qui est très élevé. Que ce soit le VIH, que ce soit l'hépatite.
Donc ça peut se transmettre comme ça d'un bout à l'autre. Monsieur Charles Couillon, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. En tout cas, on retient de votre intervention sur notre plateau que vous êtes disposé, de toute façon, il y a une instruction en cours, mais entre-temps, vous êtes disposé donc à regarder, vous avez gardé le contact avec l'emploi jeune, vous êtes en discussion pour trouver donc la meilleure des options. Oui. J'ai 15 secondes pour terminer. D'accord, donc c'était juste pour dire au ministre que je ne suis pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités. C'est pour ça que depuis 4 ans que le projet a été mis en place, je ne suis pas pratiquement sorti du pays, alors que ce n'est pas dans mes habitudes. Voilà, donc je suis là, je suis à la disposition. Tout ça, c'est pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir du travail. Le travail qu'ils font, ce n'est pas pour moi. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, il y a des jeunes qui sont avec moi depuis plus de 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui travaillent avec moi, qui ont de la famille, qui aujourd'hui gagnent 200, 300 000 francs. Moi, c'est ça ma satisfaction. Très bien. Merci beaucoup, M. Charles Couillon. Merci, les amis. On vous donne rendez-vous lundi. Ainsi qu'à nos téléspectateurs pour un autre numéro du Grand Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Lundi.